Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'accueillir trois chercheurs de l'INRAE et trois anciens collègues à moi pour parler de l'impact des changements climatiques sur les forêts. On s'était dit au sein du groupe d'études sur les forêts et la filière bois que c'était important finalement d'avoir des éléments scientifiques et à jour sur l'impact du changement climatique. Donc là, on a décidé de travailler sur trois sujets. Le premier sujet, ce sera les incendies de forêt, ce sera Éric Rigolo qui le présentera. Donc, directeur de, non, il était ingénieur de recherche, au laboratoire d'écologie des forêts méditerranéennes. Ensuite, Denis Lousteau, qui est chargé de mission et ancien directeur de recherche à l'INRAE à Bordeaux. Il nous parlera des tempêtes. Et Nathalie Breda finira en fait les présentations. Elle est directrice de recherche à Nancy, c'est la grande spécialiste de la sécheresse, c'est elle qui nous a tout appris sur l'impact des sécheresses sur les forêts. Voilà, je vais te céder la parole pour une demi-heure. L'idée c'était d'avoir trois présentations d'une demi-heure, c'est vraiment un élément de formation. On enregistre le son, donc de toute façon on aura aussi avec les diaporamas un rendu vidéo. Et voilà, et après on aura le temps d'un échange à la fin des trois présentations, le temps d'un échange. Je vous remercie. Je pense que là on a des collaborateurs, peut-être des députés, je ne crois pas, ou sénateurs, mais des collaborateurs de différents parlementaires. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire que c'est souvent les collaborateurs qui viennent aussi pour s'informer et faire un compte-rendu aux élus ensuite. Voilà, je vais te céder la parole. Bonjour à toutes et à tous. Parle bien dans le micro pour l'enregistrement. Donc je suis Éric Rigolo. J'ai préparé cette présentation avec mes collègues Jean-Luc Dupuis, François Pimon et Julien Ruffo de l'unité de recherche écologie des forêts méditerranéennes à Avignon, à l'INRAE, et avec mon collègue Renaud Barbereau de l'unité de recherche Recover à INRAE également, mais à Aix-en-Provence. Alors voilà le menu que je vous propose cet après-midi. On va essayer de regarder un petit peu le contexte avec les déterminants et les impacts des feux de forêt et les feux de végétation. On regardera les tendances déjà observées sur l'évolution de l'activité des feux dans un contexte de changement climatique. Et on regardera aussi les projections qui sont attendues avec les modèles que nous développons. On regardera les modalités de gestion du risque, les modalités de gestion des feux de forêt actuels, et on verra si elles sont adaptées aux évolutions qu'on attend et quelles propositions on peut faire pour le futur. Et puis je terminerai par un petit couplet qui me tient à cœur sur les risques multiples en forêt, un front de recherche qu'on développe actuellement avec l'ensemble de la communauté française sur les risques. Alors, les feux de végétation, la sémantique autour du feu est très riche. On parle d'incinération, on parle de brûlage, on parle de feux de végétation, d'incendie de forêt, de feux tactiques, de brûlage dirigé, et aussi de feux extrêmes, de plus en plus, de feux hors normes, d'incendies hors normes. Donc il y a plusieurs visages au feu. C'est avant tout effectivement un agent physique et de la biosphère continentale, mais en tant qu'écologue, je pense surtout à l'aspect processus écologique. Un certain nombre de plantes, au cours des temps évolutifs, se sont adaptés à un environnement sous la pression des feux et ont développé par exemple des caractères morphologiques comme des écorces épaisses pour s'adapter au feu, pour résister au feu, et des modalités de renouvellement des peuplements après feu pour être résilients vis-à-vis du feu. Donc des adaptations qui aujourd'hui sont surtout présentes en région méditerranéenne, c'est-à-dire dans les régions françaises qui connaissent des feux récurrents. Mais le feu, c'est aussi un outil de gestion qui a été beaucoup utilisé par l'homme pour gérer ses territoires, pour gérer ses ressources, pour développer une agriculture, souvent en éliminant la forêt par le feu. Mais le feu, quand il n'est pas domestiqué et qu'il est donc sauvage, eh bien, c'est un feu qui menace des biens et des personnes. On a évidemment des impacts du feu sur toutes les composantes, tous les compartiments des écosystèmes. Le feu est aussi un émetteur de particules fines, un émetteur de polluants, et va contribuer à déstocker le carbone de nos écosystèmes, lesquels écosystèmes sur lesquels on compte pour justement être un puits de carbone. Donc c'est une perturbation aussi pour le cycle du carbone.
Et évidemment, quand la végétation a été éliminée par le feu, le sol est à nu, et le sol peut faire l'objet d'érosion et même de mouvements de terrain plus dramatiques, comme des coulées de boue, si les pluies diluviennes suivent immédiatement le passage du feu. Les impacts sont nombreux, ils sont à la fois directs, il peut y avoir des victimes d'incendies. Sachez qu'en Europe, on a jusqu'à 300 victimes de comptabilisées depuis les années 1990, liées à des feux de forêt dans les pays du sud de l'Europe, mais aussi des impacts indirects sur la santé humaine au travers justement de ces fumées, et puis des dommages sur les constructions, sur des infrastructures. Par exemple, lors des feux de 2022 à la Teste de Buch dans le bassin d'Arcachon, 4 campings ont été détruits et seulement 3 aujourd'hui n'ont pas encore réouvert. Donc des impacts économiques sur le tourisme éventuellement. Alors c'est aussi un sujet de recherche, on est bien placé dans nos équipes pour en parler. Effectivement, on travaille sur la compréhension de ces phénomènes, on travaille sur les variations de l'expression du feu dans l'écosystème et comment le feu joue un rôle dans les écosystèmes. C'est aussi, comme on le disait, un moteur écologique. Et puis on travaille pour l'appui aux politiques publiques à produire des méthodes et des outils pour essayer de prévoir et d'encadrer la gestion du feu en atténuant ses effets indésirables. Le feu est un phénomène éminemment variable, à la fois dans l'espace et dans le temps. On peut essayer d'expliquer ces variations, de les prévoir éventuellement. En tous les cas, vous avez ici pour la France, alors, non, la flèche, je ne peux pas vous montrer exactement ce que je suis en train de pointer sur mon écran. Vous avez la chronique des feux sur la France, depuis qu'on tient une documentation de ces statistiques relativement consolidées, les années 70, et vous voyez qu'il y a une très très forte variation interannuelle, avec des périodes de calme, disons, et puis des pics soudains qui sont relativement importants. Et ça, j'en profite pour passer un premier message sur l'importance d'apporter une continuité de long terme dans la gestion des feux, dans la gestion des forêts, dans la gestion des feux, et dans les sujets de recherche que l'on développe, qui sont des sujets de moyen et de long terme. Donc une continuité des moyens nous semble nécessaire. Si on regarde le graphique de droite, on voit qu'il y a une saisonnalité des feux. On a 2 pics d'éclosion de feu dans l'année, un pic d'hiver, qui correspond plutôt à l'usage du feu dans les écosystèmes par les populations rurales, et un pic d'été qui correspond aux incendies. C'est le pic d'été qui fait l'essentiel des surfaces annuelles, comme on le voit sur le graphique de droite. Et puis on a une distribution spatiale de ces feux, avec en noir tous les feux entre 1995 et 2015. On voit des agrégations, hein, on voit des gradients, et puis en rouge, les grands feux. Les grands feux pour la France, c'est des feux supérieurs à 100 hectares, et on le verra tout à l'heure, aller jusqu'à 10 000 hectares. Quels sont les facteurs d'activité de ces feux, les facteurs de variation? Alors on a d'abord beaucoup de causes de mise à feu, mais sachez qu'on a seulement 10% des feux d'origine naturelle. Le reste, c'est l'homme. L'origine naturelle, c'est la foudre, et l'homme a toute une catégorie de mise à feu possible, depuis l'accidentel jusqu'à la malveillance. On peut régler des conflits de voisinage, des conflits de chasse en utilisant le feu, malheureusement. Les conditions atmosphériques et de sécheresse, en gros la météo, c'est un facteur essentiel, avec des vitesses de feu qui sont proportionnelles à la vitesse du vent, et avec des vitesses de feu qui décroissent lorsque la végétation est de plus en plus humide. L'autre facteur, c'est la topographie. Un feu accélère en montant la pente. Et puis ensuite, pour ce qui concerne le combustible, c'est très complexe. D'ailleurs, on parle de complexe de combustible. C'est l'agrégation de l'ensemble des particules qui peuvent brûler dans un écosystème. Il faut regarder l'écosystème avec l'œil du feu. Alors, c'est d'abord le combustible mort qui a tendance à sécher très vite. Il y a aussi toute la végétation vivante qui est plutôt en phase avec l'eau dans le sol. Mais l'ensemble fait un complexe plus ou moins humide. Et puis, il y a toutes les strates de végétation, la litière, les herbes, les arbustes et les arbres, qui forment cette continuité qu'on peut voir sur la photo centrale, une continuité horizontale et verticale de combustible, que par la prévention, par le débroussaillement, on va essayer de rompre en créant des discontinuités et surtout en sortant du combustible de la forêt de façon à créer des zones de moindre puissance du feu. Et ce faisant, on va à l'encontre d'un phénomène d'une dynamique qui va dans le sens de l'aggravation des feux en Europe du Sud, qui est la déprise rurale, avec l'enfrichement
qui l'accompagne et qui fait qu'on a plutôt tendance à accumuler du combustible par la dynamique naturelle des écosystèmes. Et je laisse en dernier, sans l'oublier, un point important, c'est la lutte contre les feux de forêt. Les feux de forêt, c'est peut-être la seule catastrophe naturelle face à laquelle on envisage de s'interposer. On met des secouristes en face, il y a des hommes qui luttent pendant le déroulé du feu. Et donc ça, c'est une particularité qui mérite d'être soulignée parce que d'abord, nos secouristes risquent leur vie ce faisant, mais aussi parce que leurs actions sont significatives dans le contrôle de l'activité des feux. Après cette mise en contexte, on passe aux tendances observées en Europe du Sud et en France méditerranéenne. On a au niveau de la Commission européenne le Bureau commun de recherche qui tient un système d'information européen sur les feux de forêt qui s'appelle l'EFIS et qui indique que les surfaces brûlées ont diminué depuis une quarantaine d'années sur l'ensemble des pays du sud de l'Europe, à l'exception du Portugal, et on voit sur le graphique du dessous que les pics qui correspondent aux extrémums de surface brûlée depuis les années 2000 sont au Portugal. C'est effectivement un pays qui est tout petit, a beaucoup de forêts et souffre énormément des feux. On voit aussi que d'un point de vue spatial, la carte de gauche, on a un gradient nord-sud assez évident entre les pays du nord et les pays du sud, même si on a, par exemple en ce moment, des feux en Angleterre, parce qu'on a une sécheresse de fin de printemps dans toutes les îles britanniques. On utilise un indice de danger météorologique du feu, on appelle cela en anglais le Fire Weather Index, ça vient du Canada. Ça a été adopté par beaucoup de pays, notamment la France, qui l'appelle Indice Forêt Météo, et qui est fondé sur la combinaison d'un certain nombre de facteurs météorologiques qui donnent la composante météorologique du danger d'incendie. Il y a ensuite, bien entendu, une composante anthropique, puisque c'est l'homme qui met le feu, mais voilà, dans un contexte climatique donné. Les travaux montrent que donc on a observé une baisse des surfaces incendiées et pourtant ce danger météorologique est stable, voire augmente. Donc on a cette courbe avec beaucoup de variations, mais qui a une tendance à l'augmentation. Et puis on a ces cartes à droite avec le taux d'augmentation finalement de ce danger météorologique par an, qui concerne, comme on le voit, la plupart des régions d'Europe. Et maintenant, la question de l'attribution, c'est-à-dire est-ce que cette augmentation du risque météorologique est liée au changement climatique? Eh bien, des travaux récents de nos collègues d'Aix-en-Provence montrent que, par exemple, si je prends les conditions météorologiques de l'année caniculaire 2003, qui a connu beaucoup d'incendies dans le Var, eh bien, on aurait un temps de retour de ces conditions-là de 500 ans si on enlevait le changement climatique d'origine anthropique, et seulement de 10 ans dans le contexte actuel qui est avec ce changement climatique. C'est un petit peu la fréquence qu'on retrouve sur cette carte avec ces pics qui sont à peu près tous les 10 ans maintenant. Donc, qu'en est-il pour la France? Alors, pour la France, on a effectivement, comme les autres pays sauf le Portugal, une tendance à la baisse des surfaces incendiées qui peut s'expliquer par le succès conjoint de la combinaison de la prévention et de la lutte, qui vont de pair, hein, l'un ne va pas sans l'autre, on y reviendra plus tard. Il y a eu un certain nombre d'années, les années 80-90, où on a mis du temps à mettre en place une politique de gestion des feux, qui s'est stabilisée avec la parution de ce guide de stratégie nationale générale pour la protection de la forêt contre l'incendie, issu de la mission Vulcain. Et finalement, une stabilisation de cette politique dans les années 90, avec une mesure phare qui est l'attaque massive sur feu naissant. L'attaque massive sur feu naissant est un peu une spécificité à la française qui consiste à envoyer tous les moyens terrestres et aériens sur les feux naissants, même s'ils sont déjà engagés sur des feux en cours. Et ça, c'est très stratégique parce que c'est là que les moyens, notamment les moyens en eau, ont le plus d'efficacité sur des petits feux que sur des secteurs de grands feux. Donc ça a fait ses preuves, et tout cela s'est professionnalisé dans les années 2003, suite au grand feu de 2003. Ceci dit, on a toujours un problème, c'est ces étés aux conditions météorologiques extrêmes, où là, les moyens, aussi bons soient-ils, sont dépassés d'un point de vue capacitaire, et finalement, les feux débordent le système de secours français.
Donc on a eu 2003, mais on a eu aussi 2017 dans une moindre mesure, et surtout 2022 qui est encore très frais dans les mémoires. Voyons maintenant comment on peut évaluer l'évolution future de cette activité des feux, de ce danger d'incendie en Europe du Sud et en France. Une étude réalisée par notre équipe, mon collègue Jean-Luc Dupuis, était une revue de 23 études scientifiques. Donc on a l'habitude en sciences de prendre l'ensemble des travaux qui ont porté sur le même sujet et d'en faire une synthèse. Cette synthèse-là, elle montre une augmentation de 2 à 4% par décennie du danger météorologique, toujours ce fameux danger météorologique, et de 15 à 25% dans les décennies futures de la surface brûlée. Voilà ce que prévoit et ce sur quoi s'accorde l'ensemble des travaux récents. Quand on regarde le graphique en barre, on voit que la France est quand même en dessous de ses voisins qui sont, eux, déjà confrontés, qui sont, eux, aux avant-postes du changement climatique. Donc on est en dessous au niveau de l'indice de danger météo. Mais les petits créneaux gris au-dessus des barres, là, montrent que finalement, on va avoir des augmentations du même ordre de grandeur que nos voisins espagnols, portugais et italiens dans les décennies à venir. Et quand on regarde les cartes, on voit que des régions comme Ora ou comme PACA vont finalement avoir des taux d'augmentation du risque météorologique parmi les plus importants d'Europe. Alors, on a fait un travail dans notre équipe pour essayer d'évaluer de façon précise ce qui va se passer pour la France. Ça a été fait à l'occasion de deux types de travaux. D'abord un projet européen, le projet FireRes qui vise à rendre le territoire européen résilient aux feux extrêmes. Aujourd'hui, dans les sujets de recherche, on parle très fréquemment non plus de feu, mais de feux extrêmes, parce que c'est le nouveau challenge pour la recherche et pour la gestion. Donc, rendre nos territoires résilients aux feux extrêmes, et c'est un travail d'appui aux politiques publiques pour la mission des inspecteurs généraux Mortier et Durand, oui c'est ça, c'est bien leur nom, qui ont rendu leur rapport en 2023 et pour lequel on a contribué sur l'aspect intensification et extension du danger d'incendie. Pour cela, on utilise un modèle à base probabiliste qui utilise les statistiques historiques de feux de forêt en France, leur occurrence et leur taille, et qui regarde comment ces valeurs varient en fonction. Alors, on retrouve le facteur conjoncturel qu'est l'indice de danger météo, mais on a rajouté, ça c'est une première innovation, des indicateurs d'occupation des sols, la surface forestière, et des indicateurs d'activité anthropique génératrice de mise à feu, comme la densité de route ou la densité de population. Et puis, il faut savoir que le feu est un phénomène éminemment stochastique, donc avec une part d'aléatoire, qu'on peut quantifier d'un point de vue spatial et temporel. Qu'est-ce qu'on obtient? Deuxième innovation, c'est qu'on n'obtient pas seulement un nombre d'éclosions de feu, mais aussi la probabilité pour que ces feux qui dérapent franchissent un certain seuil de surface. On peut le fixer à 10, 100 ou 1000 hectares. Et donc, on arrive à produire des résultats en déclinant des scénarios sur le futur. Par exemple, ici, on est dans le cadre du scénario le plus sévère du GIEC. On regarde quoi? On regarde les feux de grande taille, supérieurs à 100 hectares, et on remarque donc sur ce graphique qu'à l'horizon 2050, ces feux vont augmenter en nombre de 70% quasiment, mais surtout à l'horizon fin de siècle de plus de 200%. Alors que notre fameux indice de danger météo sur lequel on se basait jusqu'à présent, lui, il ne prévoit une augmentation que de 60%. Donc en fait, ce modèle qui est plus précis montre une augmentation 3 fois plus rapide de l'aggravation de l'activité des feux. On fait ici un focus sur le sud-est de la France. Le schéma d'avant, c'était aussi pour le sud-est de la France. Quand je dis sud-est, c'est les 15 départements, région PACA, région Occitanie, mais la partie méditerranéenne, la Corse et 2 départements, l'Ardèche et la Drôme. Alors ici, on a un focus sur qu'est-ce qui va se passer précisément. Premier point, premier résultat, l'intensification. L'intensification, c'est par exemple ce graphique du milieu, où l'on voit en bleu qu'au pic de la saison, aujourd'hui, on brûle quoi? 20 hectares par jour, en moyenne sur 20 ans. Et le pic rouge, on passerait à quasiment 200 hectares par jour dans le scénario le pire du GIEC. Et cela se concentrera essentiellement à 2 tiers
sur la zone historique, c'est-à-dire sur les zones qui brûlent déjà aujourd'hui, c'est-à-dire le sud-est, le sud-ouest. Deuxième résultat, l'expansion spatiale. Aujourd'hui, si on regarde les zones à risque de cette zone méditerranéenne, on a 28% du territoire, c'est les petites cartes en bas, 28% du territoire qui est considéré à risque, parce qu'on est dans le modéré fort, très fort à extrême. Demain, ou plutôt en 2090, on sera à 67%, donc une extension au-delà des zones historiques et en montée en altitude aussi dans les montagnes méditerranéennes. Troisième résultat, c'est l'allongement de la saison des feux. L'allongement de la saison des feux, aujourd'hui on est sur un risque fort, sur une quarantaine de jours au cœur de l'été. Demain, ce cœur de l'été va devenir très fort à extrême et le fort va s'étendre sur 92 jours. C'est-à-dire que du 15 juin au 15 septembre, on peut avoir une activité intense de lutte contre les feux avec nécessairement une usure des matériels, une usure des hommes et donc une difficulté à faire face. Maintenant, on passe à la France entière. À la France entière, on n'a pas les bonnes données statistiques pour avoir les mêmes indicateurs que précédemment. Par contre, on a une bonne idée des nombres de feux de plus de 20 hectares. Donc, on est sur cet indicateur-là, sur cette diapo. Et on n'est plus sur les scénarios du GIEC que vous connaissez, mais on est sur la trajectoire d'adaptation de la France au changement climatique, la fameuse TRAC, qui prévoit qu'on soit en 2050 à plus 2 degrés et qu'on soit en 2090 à plus 3 degrés. Alors aujourd'hui, on a 3 zones. On connaît le sud-est, on connaît le sud-ouest. Il y en a une petite qui est en train d'émerger, c'est le centre-ouest, la Sologne, qui brûle de temps en temps, mais plutôt fort, c'est-à-dire les années extrêmes, d'un point de vue météorologique. Demain, ces 3 zones vont se rejoindre et on aura un grand sud, voire un grand 2/3 de la France qui sera soumis à l'activité des feux. Donc, il va falloir s'adapter de ce point de vue-là. Et si on regarde dans le détail, en fait, la hiérarchie des départements est relativement conservée, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont déjà dans le rouge vont l'être encore plus, parce qu'il y a le phénomène d'intensification. Mais l'extensification spatiale va se faire avant tout et surtout dans les départements périphériques du rouge actuel. Par exemple, pour le sud-est, ça va être l'Ardèche ou l'Aveyron. Pour le sud-ouest, ça va être la Dordogne. Et pour le centre-ouest, ça va être par exemple le Cher ou le Loiret, qui vont commencer à faire parler d'eux du point de vue d'incendie. Donc on a parlé de ces grands feux supérieurs à 100 hectares pour la France, 100 hectares et plus, ça peut aller jusqu'à 10 000. C'est un phénomène qui est aujourd'hui avéré du point de vue scientifique à l'échelle mondiale. La fréquence et l'intensité des incendies les plus extrêmes ont plus que doublé en 20 ans. Vous voyez d'abord cette carte où l'on voit se concentrer les nombres de feux extrêmes entre 2003 et 2021 sur les forêts boréales, sur les forêts méditerranéennes, les biomes méditerranéens, c'est-à-dire qu'on n'a pas que le pourtour méditerranéen, on a aussi l'Australie occidentale, la Californie, ce sont des biomes méditerranéens. Et à droite, vous avez l'intensification des incendies extrêmes qui est mesurée par la puissance radiative mesurée par le satellite MODIS et qui a été multipliée par 2,3 entre 2003 et 2023. Pour ce qui concerne la France, les travaux de mon collègue Julien Ruffo ont permis d'établir un modèle du nombre de feux extrêmes. Alors pour la France, c'est plus de 5000 hectares qui a été choisi comme seuil, du nombre de feux de plus de 5000 hectares prédits. On note, pour la France et pour l'Europe, on note une multiplication par 2 du risque d'incendie extrême au cours des 40 dernières années. C'est-à-dire c'est les conditions propices à des feux de plus de 5000 hectares. On refait passer le modèle sur les données qui sont déjà passées de 1990 à 2020. Et pour la France, le taux d'augmentation est encore plus élevé. Et d'autres travaux de notre collègue Barbero à Aix-en-Provence s'intéressent à l'attribution, comme on en parlait tout à l'heure. Alors là, sur ce graphique, on a les conditions météorologiques du dernier grand feu de la France, c'était l'Andiras, dans les Landes de Gascogne, en 2022. Les conditions météorologiques qui ont présidé à ce feu, eh bien, on peut en attribuer 50% au changement climatique. Et à l'horizon, alors 50%, plus précisément selon les modèles, ici en 2022, on est entre 34 et 50%. Voilà, il y a quand même certaines incertitudes, mais en tout cas,
une bonne part liée au changement, aux émissions d'origine anthropique, et à terme, à la fin du siècle, ce serait quasiment la totalité. Voilà. On clôt les chapitres sur l'activité des feux et on regarde comment y faire face maintenant, comment gérer. Actuellement, comment on le fait, avec un certain succès, puisqu'on voit que les surfaces diminuent, mais on a toujours ce problème de saison extrême. Pour cela, j'introduis le concept de risque tel que le voit le GIEC, qui est le croisement de 3 composantes: l'aléa feu de forêt, qui est la combinaison de la fréquence des feux, l'occurrence des feux, et la puissance des feux, combien ces feux sont dommageables, combien ces feux sont puissants, qui s'exercent sur des enjeux sensibles. Alors, des enjeux qui peuvent être la forêt, bien entendu, c'est elle qui brûle, mais il n'y a pas que la forêt qui peut être menacée par les feux de forêt, il peut y avoir toutes les habitations qui sont dans la forêt ou en lisière, voire les infrastructures de circulation, de transport, les infrastructures de transport électrique. Bref, ici, on prend l'exemple d'habitations disséminées dans la forêt qui ont une certaine vulnérabilité, c'est-à-dire une certaine sensibilité au feu et une certaine incapacité à faire face, c'est-à-dire de se reconstruire d'elle-même. Une forêt peut-elle se reconstruire d'elle-même? Une forêt a une certaine résilience. Bref, ce sont les 3 composantes du risque vues par le GIEC. Comment agir? Eh bien, en agissant sur chacune de ces composantes, on a des choses à faire. Sur l'aléa, on peut réduire les départs de feu par une sensibilisation de la population. On peut réduire la puissance du feu par le débroussaillement. Mais on peut aussi lutter. C'est ce que l'on fait pour essayer de limiter la surface du feu. Les enjeux. S'il s'agit des enjeux urbains, on peut appliquer des mesures de régulation de l'urbanisation, notamment au travers des plans de prévention des risques, incendie de forêt, qui vont limiter la constructibilité. Mais si les maisons sont déjà installées, à ce moment-là, il va falloir faire une protection rapprochée de ces enjeux par un débroussaillement périmétral, comme le propose la fameuse obligation légale de débroussaillement, qui est relativement peu appliquée, on y reviendra. D'un point de vue plus général, la stratégie actuelle de lutte contre les feux, de prévention et de lutte contre les feux de forêt, qui s'applique essentiellement dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France aujourd'hui, pas encore ailleurs, c'est d'empêcher les feux, grand 1, avec des sous-mesures que je ne détaille pas, c'est de maîtriser les éclosions au stade initial, c'est la fameuse attaque initiale, et c'est de limiter le développement catastrophique des feux. Une fois que le feu est parti, on a des infrastructures de terrain pour essayer d'interposer des pompiers et de lutter. Et puis de réhabiliter les espaces incendiés, c'est important pour préparer la crise future et rendre à la forêt ses fonctions. Mais aujourd'hui, on peut constater que la prévention est plutôt vue comme une préparation, un appui à la lutte. On ne fait pas de la prévention sans envisager de la lutte. Or, alors, on a pour preuve ce que le rapport Chatry, le dernier rapport d'inspecteurs généraux, c'était en 2010, qui faisait un bilan du coût économique de la prévention et de la lutte, 3/4 pour la lutte, un quart seulement pour la prévention. Donc il y a un gros déséquilibre. Et aujourd'hui, on est trop faible pour ce qui est de la protection anticipée sans présence de pompiers, c'est-à-dire l'autoprotection des enjeux. Ça, c'est quand même un point qu'il faut améliorer. Alors, c'est justement les pistes pour le futur. Le problème, c'est qu'il ne faut rien lâcher sur les feux ordinaires. On aura toujours des saisons de feux ordinaires et que pour ça, le système actuel est bien dimensionné. Donc, il ne faut pas baisser la garde sur les fondamentaux. Et il va falloir même certainement étendre ces mesures ordinaires à tous les départements qui sont aujourd'hui émergents du point de vue feu de forêt. Donc, il va falloir équiper et préparer ces départements. Mais en cas de saison extrême, d'un point de vue météorologique, il faut faire mieux, il faut faire plus, avoir une approche plus systémique et rééquilibrer certainement la dimension prévention pour rendre le territoire plus résilient. Alors là, on fait un certain nombre de propositions sur la réduction de la combustibilité à grande échelle, sur la nécessaire anticipation et sur l'augmentation de la résilience des socio-écosystèmes en revenant sur la nécessaire autoprotection anticipée des enjeux, quels qu'ils soient. Il y a des leviers pour ça. Le levier qui me tient le plus à cœur, c'est le fait que la question de la forêt n'est pas qu'une question de forestier, que c'est une question intersectorielle et que les risques en forêt peuvent impacter d'autres secteurs et que les solutions pour la forêt peuvent venir d'autres secteurs. Par exemple, pour recréer une mosaïque paysagère qui ralentisse la progression des feux, il va falloir aussi intervenir au niveau de la politique agricole ou de la politique de l'urbanisme pour limiter l'étalement urbain. Donc, une première clé, c'est l'aspect interministériel de la question des feux et l'aspect intersectoriel.
Et puis il y a plein de fronts de recherche qu'il faut développer, notamment sur les feux extrêmes, leur connaissance, leur prévision, sur les interactions avec la dynamique de végétation, et pour les écologues comme on est dans notre unité de recherche, c'est très important, on a développé cette synthèse récente sur la vulnérabilité des forêts au risque feu. Et il faut de plus en plus que nous travaillions, nous qui produisons des solutions plutôt biotechniques, avec les sciences humaines et sociales qui, eux, travaillent sur les sciences comportementales pour que le public perçoive les risques incendies et adopte les comportements, notamment l'application des OLD. Alors là, je vous liste un certain nombre de travaux, vous l'aurez dans la documentation, et j'insiste surtout sur un travail que nous lançons actuellement à la demande des 3 ministères en charge des feux de forêt. C'est la carte nationale d'occurrence et de puissance des feux qui était attendue par la loi de 2023, du 10 juillet 2023. Nous sommes le pilote scientifique à INRAE-URFM de cette action-là, avec comme opérateur associé l'ONF, Météo France et l'IGN, et nous allons intégrer diverses méthodologies sur la cartographie du combustible, la climatologie des feux et le comportement potentiel des feux. Un mot rapide pour terminer, j'en ai pour 2 minutes, sur les aspects multirisques en forêt et la nécessaire vision intégrée qu'on doit avoir de ces différents risques qui agressent les forêts. On a vu tout à l'heure le trèfle du GIEC ou l'hélice à 3 pales. Aujourd'hui, le GIEC, qui est en perpétuelle évolution avec les avancées scientifiques, ajoute une 4e pale qui est celle des solutions, des réponses pour faire face aux risques. Et ces réponses sont là parce que des réponses à certains risques peuvent avoir des effets néfastes sur d'autres risques. Donc si on n'a pas une vision globale multirisque, on peut faire des bêtises. On aura une illustration. Donc, et au sein de chacune de ces pales, il peut y avoir des effets d'amplification, des effets de cascade, qui sont justement le mécanisme des multirisques. Pour la forêt, je vous liste ici les principaux ravageurs, les principaux risques, les principaux agresseurs, qu'ils soient biologiques ou abiotiques. Et on verra des illustrations dans les exposés qui suivront, la sécheresse, la tempête et l'incendie, la canicule, voilà les principaux risques. Mais ce qui est important, c'est de regarder les interactions. La sécheresse, par exemple, va permettre de rendre les forêts plus vulnérables au feu. Et une fois les forêts brûlées, elles seront elles-mêmes vulnérables à des attaques d'insectes. C'est exactement ce qui s'est passé après la séquence 2022, sécheresse, incendie, attaque de scolytes, attaque d'insectes dans les Landes de Gascogne. En tout cas, dans une partie d'entre elles, la Teste de Bûche, où les sécheresses intenses du printemps ont généré les incendies qu'on a tous connus. Mais derrière, ce qu'on sait moins, c'est que finalement, une erreur dans la gestion des bois brûlés, donc une mesure de gestion monorisque, la gestion des bois brûlés, les coupes de bois brûlés qu'on a laissé trop longtemps s'accumuler bord de route avant de les évacuer, ont permis de l'explosion d'insectes ravageurs des arbres qui se sont attaqués non seulement aux arbres moribonds liés au feu, mais aussi aux arbres encore sains, pas touchés par le feu voisin, et il a fallu faire des coupes sanitaires qui ont créé une mortalité additionnelle. Donc cette vision-là, je la synthétise en 2 mots dans ce graphique. On a d'une part le cadre forestier, celui dans lequel on est aujourd'hui et dans lequel je milite pour que l'on sorte. Ce cadre forestier, il intègre déjà dans ses documents normatifs, c'est-à-dire dans ses plans de gestion, dans ses plans stratégiques, les risques et les multirisques en forêt. C'est déjà une affaire bien connue des forestiers. De plus en plus, on intègre aussi la filière bois et les conséquences, par exemple, d'une crise dans la forêt qui diminuerait les approvisionnements en ressources pour la filière bois. Et ça se fait par des mesures locales, dans les peuplements, par exemple les mélanges d'espèces. Ça se fait par des mesures au niveau des massifs, par exemple par de la fragmentation des paysages, en réintroduisant de l'agriculture par feu, ou ça se fait à l'échelle régionale, voire au-delà, par de la gouvernance, par la préparation aux crises, par exemple. Donc ça, c'est le portefeuille de solutions qui permet une stratégie de gestion des multirisques en forêt. Mais si on en restait là, on aurait certainement quand même encore des dommages parce que les feux de forêt vont aussi concerner les secteurs connexes, on l'a vu tout à l'heure. Il va falloir introduire dans les documents d'urbanisme le risque feu de forêt, tout comme dans les plans de défense des réseaux de transport d'électricité ou des réseaux routiers. C'est ce que nous faisons dans le cadre d'un grand projet national financé par l'ANR qui s'appelle X-Risque, analyse et gestion des risques multiples pour les socio-écosystèmes forestiers, qui vise à réunir toute la communauté française sur les risques
plutôt aujourd'hui orienté sur les monorisques, pour en faire une communauté structurée pour travailler sur l'interaction entre risques et les multirisques. Et je pense que mes collègues y reviendront. En tout cas, pour moi, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, on va poursuivre du coup ces présentations avec une présentation de Denis qui va nous parler, lui, des tempêtes et des autres risques, parce que le changement climatique, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait toutes et tous en tête, c'est pas juste l'augmentation des températures, c'est bien une modification de l'ensemble des composantes climatiques. Et dans l'ensemble des composantes climatiques, il y a la question du vent et du risque tempête. On aurait pu aussi traiter du risque d'inondation, mais enfin ça aurait fait trop. Mais voilà, là on va parler du risque tempête, et je vais te céder la parole, Denis. Je m'appelle Denis Mousseau, chercheur à l'INRA à Bordeaux. Je vais surtout parler du travail de mes collègues. Je ne suis pas un grand spécialiste des dégâts des tempêtes en forêt. Un peu du changement climatique, de la modélisation des effets du changement climatique sur les forêts par contre. Et donc le sommaire de ce que je vais vous présenter ressemble un peu à celui de Eric. Je vais parler des forêts et des tempêtes, de l'évolution des tempêtes en Europe récemment, de ce qu'on peut dire sur le changement climatique et l'impact qu'il peut avoir sur les tempêtes. Et puis, comme Eric, je terminerai avec des petits messages sur la façon d'adapter les forêts. Donc je vais résumer ça comme ça, voir clair, voir large et voir loin. Alors on y va. Donc les déterminants du vent, ils sont grossièrement, sans rentrer trop dans des détails, de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle les déterminants globaux, qui sont les grands mouvements d'air qui sont générés par les différentes températures qu'il y a entre les pôles et l'équateur, et aussi par la rotation de la Terre, les forces de Coriolis. Et c'est ce qui est à l'origine des grands anticyclones, des dépressions, des régimes dépressionnaires qu'on connaît, et donc des vents frontaux qui embrassent des milliers de kilomètres à la fois. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est des éléments locaux. Donc, il va y avoir une interaction avec le relief local, l'intercalation des usages des terres, l'urbain, les zones artificielles, les zones cultivées, les forêts, etc. Les étendues d'eau aussi, bien sûr, et puis les reliefs. Et donc le vent qui va être ressenti par les forêts, ça va être l'intégration un peu de ces effets-là, qui sont à la fois globaux d'une part et locaux d'autre part. Alors on connaît assez bien comment le vent interagit avec une forêt, à partir d'un bord d'attaque qui est représenté à gauche ici, et donc le profil de vent qu'on voit, avec un vent qui est très faible au niveau du sol. Les forêts annulent pratiquement complètement le vent au niveau du sol. Par contre, au niveau de la canopée et des arbres, là, il y a beaucoup de vent. Ce qui fait d'ailleurs que les arbres sont soumis à un régime un peu de balancement, etc. On sait les structures turbulentes qui sont fabriquées par ça, avec des tourbillons qui sont de différentes tailles, qui peuvent être des vagues, qui peuvent être plus des vortex, etc., qui se développent en aval de l'attaque, du bord d'attaque des forêts. Ça a été étudié à la fois par des études en soufflerie, par des études in situ sur le terrain et par de la modélisation numérique. Qu'est-ce qui se passe au cours d'une tempête ? Les tempêtes vont faire des dégâts. Alors dans une première étape de tempête, on va avoir des dégâts qui vont trouer le couvert forestier. Et les trouées qui vont être créées vont interagir avec le vent et vont accélérer. Ça peut créer des couloirs, comme on le voit un peu sur la photo en bas à droite. On peut avoir des phénomènes d'accélération et donc on va avoir après des patchs de dégâts, des patrons de dégâts qui répondent un peu à ces impératifs-là, à ces régimes de développement des tempêtes sur les forêts. Voilà. Ça aussi, ça a été bien étudié. On connaît aussi assez bien l'effet de petits reliefs sur les forêts, comme les dunes, les collines, etc., avec les effets amont et aval, et comment ces reliefs ont un effet sur les régimes de turbulence qui se développent des deux côtés. Et on a également bien étudié comment la répartition des forêts dans le paysage et leur intercalation avec des espaces non boisés, des cultures, des zones, etc., modifie le régime d'écoulement des vents et peut créer des accélérations ou des freinages du régime des vents sur des bords d'attaque, etc. Donc, et quand je vous montre ça, ça veut dire qu'on a autant de moyens aussi de raisonner l'aménagement d'un paysage par rapport à ce risque tempête. Mais on aurait pu parler du feu, c'est un petit peu les mêmes schémas, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, on a des moyens pour interagir dans ces interactions entre les forêts et les tempêtes. Et donc, on connaît un certain nombre de pratiques qui influencent la vulnérabilité des arbres aux tempêtes. Le premier, c'est la structure des peuplements. Et on a étudié l'effet qu'avaient les coupes, les éclaircies et les lagages aussi, ou l'intercalation avec des cultures sur la propagation du vent et des dégâts, de même que la forme des lisières.
Vous voyez qu'on est finalement assez riche scientifiquement en matière de résultats sur les interactions entre les régimes de vent tempétueux et puis les structures et les couverts forestiers. Un deuxième facteur de vulnérabilité des arbres, c'est leur solidité et leur ancrage dans le sol. Alors le sol, il va intervenir à la fois par sa profondeur et la profondeur de racinement des arbres, aussi par ses caractéristiques physiques, un sol qui est plus dense, plus ou moins poreux, etc., va pas avoir la même résistance mécanique qu'un sol différent. Et puis l'état hydrique du sol, et ça c'est important, parce que les gros dégâts qu'on observe par les tempêtes hivernales, elles sont souvent liées au fait que le sol est très instable, il est trempé, il est engorgé, voilà. Et un sol sableux engorgé, pour ce qui est des landes par exemple, c'est très instable. Les effets de la fertilisation, alors ce n'est pas directement lié au sol, et la fertilisation est très peu pratiquée en forêt. Mais les quelques essais qu'il y a eu, quand une tempête passe derrière, c'est catastrophique, parce que la fertilisation a souvent pour effet de provoquer une augmentation du feuillage et de la structure aérienne par rapport à la structure racinaire. Et donc on crée un déséquilibre, et les arbres ont horreur des changements abrupts. Donc quand on fait de la fertilisation, c'est ce qui se passe, et ça ne marche pas bien. Et puis, une chose qu'on connaît moins, c'est que dès le jeune âge, en fait, les plants sont conditionnés, peuvent avoir des systèmes racinaires plus ou moins développés, et les plants en pépinière qui sont fabriqués, qui sont installés après sur le terrain, déjà ont, pour certaines essences, une trace d'une configuration racinaire qui va être favorable ou pas pour leur enracinement. Et ça, c'est pas rattrapable pour certaines essences, comme le pin maritime, par exemple. Voilà, tout ça, ça a été relativement bien étudié, c'est bien connu. Donc on dispose de moyens de lutte contre les dégâts des tempêtes. Voilà. Alors je passe à la partie qui concerne l'évolution des tempêtes en France. Alors les tempêtes, ça correspond à des vents supérieurs à 65 à 90 km/h, suivant les définitions. À partir de 120 km/h, c'est toujours des tempêtes, mais on va se mettre à parler de typhons, d'ouragans ou de cyclones, suivant les zones géographiques. Et vous voyez que sur le territoire national, les tempêtes en fait affectent tout le territoire hexagonal. Voilà. Et deuxièmement, si on regarde une évolution un peu comme l'a montré Eric tout à l'heure, et un peu comme pour les feux, on ne voit rien de bien net sur les 40 dernières années. On voit une très forte variabilité interannuelle. On ne voit pas de tendance très marquée. Si ce n'est que peut-être, pour ce qui est des épisodes les plus violents, ils deviendraient un petit peu plus fréquents, mais ce n'est vraiment pas très prononcé depuis une vingtaine d'années. Alors une étude qui est intéressante, elle a recensé les dégâts forestiers. À l'échelle de l'Europe, c'est 32 pays européens ici, qui sont attribués aux tempêtes, aux incendies, aux scolites, et puis les deux petits graphiques à gauche pour vous, à droite pour moi. Donc ça représente les impacts de facteurs abiotiques, physiques, ou de facteurs biotiques, type insectes, etc. Donc vous voyez que les échelles des axes ne sont pas les mêmes. Les tempêtes sont les premières causes de dégâts, du moins les dommages attribués aux tempêtes, je devrais dire, viennent à presque 50% des dommages totaux qui sont enregistrés sur les forêts européennes, suivis par les incendies et par les attaques d'insectes. Et puis après, par les dégâts de type sécheresse, etc. Il faut prendre ça avec recul, parce qu'on sait bien que, Eric en a parlé aussi, quand il y a une sécheresse, les arbres sont affaiblis, et on a souvent des bestioles qui viennent se mettre derrière. Ça devient compliqué après d'attribuer qui a tué. On voit le dernier qui est là, oui, mais les arbres ils sont peut-être en train de décliner depuis, on l'a montré dans différentes études, parfois 20-30 ans après une sécheresse, et ils se mettent à mourir seulement à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est une attribution qui est faite par les inventaires forestiers nationaux, donc ça vaut ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire que la cause primaire c'est forcément la tempête. Un arbre qui est affaibli par des pourridiers, il va tomber beaucoup plus aussi que... Voilà. Donc, voilà. Mais néanmoins, il y a environ 15 à 16% de la production de bois européenne qui est endommagée par des tempêtes chaque année. C'est considérable. J'ai dit des tempêtes qui sont endommagées par différentes causes chaque année. Et là-dedans, les tempêtes jouent pour à peu près la moitié. Et pour toutes les causes d'attribution, tous les dommages sont en augmentation au cours du temps depuis les 20 dernières années, depuis les 30 dernières années. Alors je vais parler au futur maintenant, voilà l'évolution récente. Donc on voit qu'on a, puisqu'on parlait de multirisques, pour presque tous les risques, en fait, les dommages attribués à ces risques sont en augmentation, même si le risque lui-même n'est pas forcément en augmentation, parce qu'on a vu pour les feux, et c'est vrai aussi pour les tempêtes, elles ne sont pas forcément beaucoup plus fréquentes, ni beaucoup plus intenses. Avec peut-être une tendance à l'augmentation de l'intensité, c'est vrai pour les feux, et c'est vrai pour les tempêtes. Alors que dit le dernier rapport du GIEC? Alors les rapports du GIEC, ils sont extrêmement pertinents et intéressants, mais il faut aussi comprendre qu'ils sont faits par consensus de la communauté scientifique sur ce qui a été publié,
et publier un article scientifique, ça prend 1 ou 2 ans. Donc les rapports du GIEC, ils font un état des connaissances telles qu'elles ont été publiées depuis 2 ans. Et ils sont revus par les gouvernements qui doivent agréer tous les termes qui sont utilisés, ce qui fait que les rapports du GIEC sont extrêmement utiles parce qu'ils représentent un consensus international sur l'état de la Terre, du système Terre, mais ils sont aussi très conservatifs par rapport aux évolutions observées en temps réel. Gardez ça en tête. Qu'est-ce qu'ils disent les rapports du GIEC? Qu'il n'y a pas d'évidence scientifique de l'effet des activités humaines sur la fréquence et l'intensité des tempêtes, mais il dit aussi que c'est peut-être pas dû au fait que les tempêtes n'augmentent pas, simplement dû au fait qu'on n'a pas assez de données pour détecter ça. Pour le changement climatique, ça a été la même chose. Au départ, quand on parlait de changement climatique il y a 40 ans, on en parlait, mais il n'y avait pas d'évidence de ça. Maintenant, il y a une évidence observable et tout le monde est bien obligé de se rendre à cette réalité. La deuxième chose, c'est qu'on pense qu'il faut anticiper une aggravation des dégâts liés aux tempêtes en Europe au cours de ce siècle pour 2 types de raisons. On sait qu'avec le réchauffement, les tempêtes convectives, c'est-à-dire les tempêtes qui se produisent en été, essentiellement, vont être plus intenses, en raison d'une élévation de la température des eaux océaniques, en raison d'une élévation du niveau de la mer, et aussi de déplacement des zones cycloniques tropicales, vers le nord, dans l'hémisphère nord, vers le sud, dans l'hémisphère sud. Et la deuxième cause, c'est que le réchauffement accroît l'exposition des peuplements, notamment feuillus, et leur vulnérabilité aux tempêtes, avec une période de feuillaison qui va être plus étendue. Quand une tempête arrive sur un arbre en hiver qui a perdu ses feuilles, il a beaucoup moins de prise au vent, tout le monde peut comprendre ça, que s'il a toutes ses feuilles. Et encore plus si c'est mouillé, et souvent pendant les tempêtes, il pleut. Donc un arbre mouillé qui a plein de feuilles, il est quand même beaucoup plus vulnérable à la tempête, et donc il va se casser ou se renverser plus facilement qu'un arbre qui n'a pas de feuilles. Et puis deuxièmement, l'engorgement hivernal des sols, au moins dans cette partie, va se prolonger, risque de s'étendre au printemps et commencer plus tôt aussi en hiver, en raison d'une part d'épisodes pluvieux qui vont être plus intenses, et d'autre part de l'adoucissement des températures hivernales. Donc les sols qui étaient gelés, les épisodes neigeux, etc., vont se réduire, sont déjà très réduits, et donc on va avoir des sols qui vont être engorgés plus longtemps. Donc tous ces facteurs-là font craindre une aggravation des dégâts qui seraient liés aux tempêtes, même si les tempêtes elles-mêmes n'augmentent pas nécessairement. C'est un peu comme pour les feux aussi. Alors, je termine en mentionnant un petit peu une petite histoire pour les Landes, et puis en donnant quelques recommandations. Adapter les forêts et les tempêtes au changement climatique, adapter les forêts aux tempêtes et au changement climatique. Donc c'est un gros défi, on l'a vu, et il y a des erreurs à ne pas faire. Alors je prends la leçon de la forêt des Landes de Gascogne. La forêt des Landes de Gascogne, vous la connaissez, c'est une grande étendue de pins maritimes qui est une vraie richesse économique régionale, qui représente 60 000 emplois, 10 milliards de chiffre d'affaires, qui est aussi une zone où la forêt protège les ressources en eau qui alimentent les lacs côtiers, le bassin ostréicole d'Arcachon, les lacs touristiques, etc. Donc c'est une zone qui est importante aussi pour le tourisme, pour la biodiversité, il y a des zones sensibles, il y a toute une ripisylve de la vallée de l'Aller où il y a des espèces protégées, etc. Et c'est une zone qui est soumise à la transition non seulement écologique mais aussi industrielle, avec le développement de parcs photovoltaïques de grande surface, avec le développement d'infrastructures routières et ferroviaires, etc. Voilà un peu le contexte. Donc en 1999, il y a une tempête épouvantable. Il y a eu 2 tempêtes en fait, une tempête dans le nord-est de la France et une dans le sud-ouest. Celle dans le sud-ouest, on l'a appelée Martin. Elle a fait tomber pas loin de 200 000 hectares, un quart des futaies de pins maritimes. Plusieurs millions de mètres cubes de bois qui ont été mis par terre. Et donc cela, ça a surpris tout le monde. On ne s'attendait pas du tout à ce type d'événement. Ça a été pratiquement historiquement jamais connu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? On a réuni la recherche, on a réuni tous les acteurs, on a réfléchi qu'est-ce qu'il fallait faire, prospective, tatati, tatata. Très bien. Et on a mis en place, un des principaux résultats, c'est la mise en place d'une logistique de gestion du risque avec des aires de stockage des pins qui étaient abattus, qui ont été arrosés pour empêcher le développement de pourriture, etc. Et puis des aides à la restauration, mais ces aides à la restauration, après concertation avec tous les acteurs, elles ont abouti à reproduire exactement le même schéma. C'est un schéma de résilience, finalement, on recommence exactement comme avant. Pourquoi? Parce qu'on a tout le tissu socio-économique qui sait faire ça. On a les coopératives, on a les pépinières, on a les plants, on a les bûcherons, donc on recommence en fait. Même si la recherche dit, vous pouvez peut-être quand même diversifier, changer vos lisières, regardez, les arbres en dune ne sont pas tombés, peut-être que voilà, il y a peut-être des choses à prendre de ce côté-là, etc. Bon, ça n'a pas été fait. En 2009, 10 ans après, presque la même tempête. Pas au même endroit, encore plus vaste cette fois, elle a traversé presque toutes les Landes, 41 millions de mètres cubes par terre. Ça veut dire qu'en 2 tempêtes, on a mis les 3/4 de la forêt landaise par terre quand même.
500 000 hectares qui ont été touchés, bref, une grosse catastrophe, avec une gestion de crise qui a été beaucoup plus efficace cette fois-ci, parce que les aires de stockage ont joué leur rôle, l'arrosage a joué son rôle, on a pu gérer l'afflux énorme etc., de façon beaucoup plus optimisée que précédemment, et on a quand même recommencé à l'identique, malgré ce que disent les scientifiques et les autres. On recommence parce qu'il y a tout un tas de raisons qui fait que bon, ça peut être un modèle de résilience aussi. On sait faire finalement, on sait refaire cette forêt, donc on la refait. On la refait à l'identique, alors ça donne un couvert régénéré en 2022, assez homogène, avec des arbres presque tous à la même hauteur, ils ont presque tous replantés en même temps. Et en 2022, comme vous savez, méga feu. Je ne dis pas que la structure du peuplement forestier et de la forêt landesque qui résultait des tempêtes est responsable du méga feu de 2022, ce n'est pas le cas. Mais certainement que l'étendue qu'il y a eu, notamment celui de l'Andiras, on a vu que, voilà, sur l'Andiras, si on tient compte qu'il y a eu des sauts de feu qui faisaient plusieurs centaines de mètres, en fait, il y avait un manteau forestier homogène qui résultait des reconstitutions post-tempête, qui était là, et qui donc était très susceptible par rapport au risque feu. Donc c'est un exemple aussi, ce que disait Eric, vous disiez Eric, à savoir qu'une gestion en silo des risques, ça n'arrivera à rien. Ça arrive à ça, en fait. Voilà, plus ou moins. Alors j'ai un petit peu forcé le train pour les besoins de la démonstration. C'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça, mais voilà, je pense qu'il y a des leçons à tirer. Alors quel type de méthode? Alors c'est un message qui est un peu personnel. Quoi faire? Il faut de la méthode. Et il faut voir large, clair et loin. Qu'est-ce qu'on entend par voir large? Il faut assumer une certaine intégration des échelles spatiales de fonctionnement des forêts. Une forêt, ce n'est pas une parcelle forestière. Une forêt, c'est tout un ensemble d'espèces qui vivent des centaines d'années, pour la plupart, qui ont colonisé l'Europe et qui se sont après réfugiés dans des refuges, qui ont été réinstallés, etc., et qui forment un manteau qui est aujourd'hui très discontinu et disparate, mais qui interagit avec le milieu physique, avec l'hydrosphère, avec les cours d'eau, avec les nappes, avec le climat aussi, avec le climat local, avec le vent, on l'a vu. Et donc les forêts, c'est ça. Et donc il faut assumer cette intégrité-là, si on veut adapter cette forêt européenne au changement climatique. Il ne faut pas uniquement adapter les parcelles et les unités de gestion, il faut tenir compte de leur interaction avec le climat régional, de leur place dans les bassins versants, de leur rôle vis-à-vis des services écosystémiques, et aussi des fonctions qu'on va leur faire jouer au niveau continental. Voir clair, c'est assumer cette complexité des forêts. C'est pas simple une forêt, c'est pas un champ de blé. Ça dure beaucoup plus longtemps et c'est l'interaction de beaucoup plus de facteurs et d'acteurs qui interviennent dessus. Le biotope, alors le biotope c'est le milieu physique, la biocénose, les peuplements végétaux, mais aussi les gestionnaires et tous les tissus amont, aval qui vivent des forêts et des produits forestiers. Et il n'y a pas que le bois, bien sûr, comme le disait Eric. Il y a tous les services écosystémiques, environnementaux que rendent les forêts. Les forêts font de l'eau pure, font de l'air pur, refroidissent le climat. Si on faisait disparaître la forêt des Landes, ça a été vu et ça a été montré. Il pleuvrait moins, il ferait beaucoup plus sec, il ferait beaucoup plus chaud à Toulouse. Voilà. Donc ça, ces rôles-là, qui les prend en compte? Qui est porteur de ces enjeux-là? Pour moi, c'est les États. Voilà. Donc il faut une approche systémique du socio-écosystème forestier. Pas uniquement les arbres, les sols. Non, il faut les propriétaires, les gestionnaires qui vont intervenir, les tissus industriels qui dépendent de tout ça, mais aussi les acteurs et les porteurs des enjeux environnementaux, de santé, etc., comme on a vu. Et puis voir loin, parce que les forêts, ça vit longtemps. Donc je sais bien que l'action politique est souvent limitée à la durée des mandats des gestionnaires, mais une forêt, ça dure beaucoup plus qu'un mandat, et les erreurs, on ne peut pas les refaire comme ça, les perpétrer, etc., les reproduire. Donc il faut voir loin, ça veut dire pouvoir utiliser des projections scénarisées des forêts à un horizon moins d'une centaine d'années. J'appelle projection scénarisée à dessein, c'est-à-dire utiliser les scénarios de climat, forcer des modèles de forêt avec ça et regarder ce qui se passe. Et puis voir large, parce que, enfin, englober la complexité de ces modèles, parce qu'ils sont tous incertains, ils sont tous pas bons, ils sont tous trop simples. Oui, mais avec l'ensemble, on a tout ce que la connaissance peut apporter, et donc on peut projeter tout ça avec des forçages climatiques. Et puis mettre en place des approches, maintenant on peut le faire, d'optimisation multicritères, de prise en compte d'incertitudes, d'analyse de viabilité des systèmes forestiers, des socio-écosystèmes forestiers. Quelques exemples, parce que je ne veux pas être trop long, mais donc voir large la nécessité d'action, d'intégration d'échelle. Il y a toute une liste d'actions qu'on peut mettre en place. Au niveau du système Terre, arrêter les émissions fossiles, ça commence par là, l'adaptation des forêts au changement climatique.
Les forêts ne vont pas savoir s'adapter à un environnement qui bouge tout le temps et beaucoup plus vite que leur durée de vie. Ça, excusez-moi, c'est une foutaise. Et les gens qui vous vendent des idéotypes de forêts qui vont résister au... C'est n'importe quoi. Les forêts ne savent pas faire ça. Le temps d'adaptation des arbres, c'est des milliers d'années, c'est pas 10 ans. Okay. Et puis il y a aussi l'usage des terres. À l'échelle des régions et des massifs forestiers, bien sûr, on l'a vu, hein, l'aménagement du territoire, le morcellement, l'intercalation d'usages non forestiers, etc., les aménagements sylvicoles anticipateurs, la protection contre les incendies, etc., sont importants. Et puis la gestion des peuplements forestiers, enfin. Mais il faut assumer ces 3 niveaux d'action-là. Voir clair, on a les outils pour l'action de terrain, ce qui s'appelle voir clair, l'aménagement du territoire, le choix des essences et des régimes de conduite, la gestion des sols et de l'enracinement des arbres, la logistique de gestion de crise et de prévention aussi, on l'a vu pour les incendies, et puis de gestion post-crise. Et là, je vais dire chers collègues, on n'est pas collègues, mais mes chers amis, chacun son métier. La recherche a fait son job. Il y a des milliers, des centaines d'articles, et maintenant tous les ans qui sortent pour vous dire les forêts par rapport aux tempêtes, par rapport au feu, voilà comment on sait faire. Bon, ce n'est pas une question de manque de connaissances. Les connaissances, elles sont là. Alors, ok, il faut aller les chercher, les synthétiser, mais c'est là. Voilà. Voir loin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a pas mal déjà d'outils qui sont en place qui permettent de projeter comment les essences se comporteraient sous des climats, etc. Vous en avez certainement entendu parler. Je ne vais pas les détailler, et puis ça revient tous les jours. Ce qu'on peut un peu regretter, c'est justement qu'il y ait un peu ce foisonnement. Ça, c'est de notre faute, la recherche. On travaille chacun un petit peu dans son labo avec ses outils. On a un peu de mal à faire des synthèses d'ensemble, etc. Mais néanmoins, ces choses-là existent. Et puis, les outils pour démêler un petit peu dans le voir loin, c'est des outils d'optimisation qui sont plus connus en économie, d'optimisation robuste, analyse de théorie de la viabilité. Donc, il y a une thèse dans mon laboratoire qui vient de se terminer là-dessus, mais il y en a d'autres ailleurs. Hein. Je parle de ce que je connais parce que c'est plus près de moi, mais ça existe aussi ailleurs. Donc, qui ont analysé l'intérêt, les pros et les cons de chacune de ces approches d'optimisation robuste, d'optimisation directe, d'analyse bayésienne, de théorie de la viabilité, pour faire le tri dans les scénarios du futur de ce qui marcherait le mieux, ce qui permettrait de sécuriser, de faire vivre les forêts, leurs services écosystémiques, et ce qui ne permet pas de le faire aussi, d'identifier les impasses, d'identifier les zones, par exemple dans les Landes. Il semble que le Nord-Médoc est déjà à 700 mm de pluie et où la pluie va continuer à diminuer. On ne va pas pouvoir maintenir des niveaux de production forestier rentables économiquement. Il va falloir imaginer d'autres solutions. Soit demander à ces forêts-là de rendre d'autres services, soit remplacer ces forêts par d'autres usages des terres. Parce que sinon, on va arriver à un désert économique. C'est sans doute pas ce qui est souhaitable. Et puis la leçon qu'on sort aussi d'analyse d'optimisation, donc qu'est-ce qu'on fait ? On scénarise les forêts, on fait plein d'itinéraires techniques différents, plein de façons de les conduire, plein de scénarios climatiques différents, et on va chercher là-dedans, avec des analyses d'optimisation, quelles sont les combinaisons d'itinéraires qui permettent de mieux tenir le coup par rapport à ces évolutions annoncées. Et alors on arrive à quoi ? On arrive un peu à la même chose à chaque fois, on arrive à un mot-clé qui est diversifier. Diversifier les essences, les mélanger, comment ? Alors c'est pas toujours clair, mais ça c'est sûr, il en faut plusieurs. Diversifier les sylvicultures, pas uniquement tout mettre dans le même panier. On pourrait dire après les tempêtes, faisons du taillis à courte rotation. Ça, on fait en fait c'est des branches, hein, voilà, ça fait 20 mètres de haut, ça repousse en 5 ans, c'est tranquille. Oui, mais on va perdre plein sur les services, et puis les taillis, ça pompe plein d'eau, on va se retrouver avec des sécheresses épouvantables, etc. Donc voilà un petit peu ce que nous disent un peu ces analyses. Alors ce qui est un peu nouveau là, c'est que mathématiquement on démontre ça maintenant, que pour arriver à assurer une viabilité forestière dans un environnement incertain, il faut offrir une diversité d'options techniques et d'options sylvicoles sur notre territoire. Alors un agenda c'est ambitieux, mais les acteurs sont là, hein. Les acteurs responsables à chaque niveau, les outils aussi sont là pour agir, etc. Donc je termine avec des messages un peu alarmistes, mais je pense qu'il faut qu'on se les approprie. C'est que, évidemment, l'inaction n'est pas une option. Il y a un risque d'une disparition globale des forêts en Europe et dans le monde qui n'est pas nul, et qui peut être assez proche même. Voilà. Alors on sait, hein, les mécanismes hydrauliques de résistance, etc., on connaît les limites.
on sait la rapidité du changement, et si le changement continue d'être aussi rapide qu'il est aujourd'hui, à un moment, ça ne va pas passer. Et ça passe déjà pas bien dans certaines régions du monde, et même en Europe. Donc on a vu que la gestion multi-échelle des forêts est nécessaire. On a vu que la gestion sylvicole, elle va être indispensable à l'adaptation des forêts. Les forêts ne vont pas s'adapter toutes seules. Ou alors des espèces enfin bon, pas les forêts, pas les socio-écosystèmes forestiers au sens où on en a parlé. C'est-à-dire les forêts, les gens qui en vivent et les gens qui les gèrent. Ça marchera pas, ça ne s'adaptera pas tout seul. Il va falloir mettre les mains dedans, donner des préconisations, intensifier la biodiversification et la diversification de ces forêts-là, de ces systèmes-là, favoriser le multiservice, c'est-à-dire que c'est prendre en compte tous les services rendus par les forêts, uniquement pas focaliser sur certains, etc. Et voilà. Les alternatives de gestion en Europe, encore une fois, elles sont relativement bien connues. Et donc le mot-clé, et je terminerai avec ça, diversifions. La façon de conduire les forêts, les essences, la façon de les mélanger, les usages qu'on en tire aussi, voilà, et les services qu'on en tire. Voilà, je vous remercie. Je laisse Nathalie. Merci. On va passer maintenant aux sécheresses, et puis après on pourra avoir un temps de discussion. Moi je crois, pour rebondir en attendant que le diaporama arrive, je pense que ce qui est important, ce qui vient d'être dit est assez important. La question de la diversification et peut-être ce qui manque, alors je ne sais pas si Nathalie en parlera, mais ce qui manque, c'est d'avoir le modèle économique qui va derrière. Tu en as un peu, voilà, c'est-à-dire que souvent il y a un peu une contradiction entre diversification et modèle économique rentable, et on le voit un peu dans les Landes de Gascogne. Ça fera peut-être l'objet d'une discussion ensuite. Je te laisse Nathalie maintenant pour parler de sécheresse. Merci Hendrik. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc moi je suis aussi directrice de recherche INRAE, je travaille à Nancy et je travaille en outre aussi à l'animation du programme sur les risques multiples dont Eric vous a parlé, et puis sur un autre programme aussi qui bénéficie des financements France Relance, qui est le programme interdisciplinaire Artemis de Lorraine Université d'Excellence. Alors moi j'ai intitulé mon intervention Aléas, sécheresse et risque de dépérissement forestier. Donc je vais commencer par définir ces deux termes-là et de vous expliquer pourquoi je les rapproche très tôt dans mes propos. Pour parler de sécheresse, il faut évidemment se repositionner un petit peu dans les notions qui tournent autour du cycle de l'eau, du bilan d'eau des forêts, pour pouvoir définir ce que c'est qu'une sécheresse. Quand on parle de cycle d'eau et de bilan en eau, eh bien on s'intéresse à tous les flux d'eau qui rentrent et qui sortent des écosystèmes forestiers, les pluies, les brouillards. Il y a une partie de ces précipitations qui sont interceptées par les canopées, ça c'est super important parce que c'est une différence entre les forêts et les cultures basses. Il y a une grosse partie de la pluie en fait, qui n'arrive pas au sol et qui va être réévaporée dans l'atmosphère. Il y a une partie de la pluie qui arrive jusqu'au sol en traversant les canopées, en s'écoulant le long des troncs et qui va recharger les couches ici que j'ai coloriées en brun, qui sont les couches de sol qui vont nous intéresser pour le bilan d'eau des arbres, puisque c'est les différentes couches de sol dans lesquelles ils sont capables d'envoyer leur système racinaire. Ce réservoir d'eau dans le sol, en fait, il va fluctuer d'un jour à l'autre à haute fréquence, puisque tous les jours, c'est un réservoir qui se remplit et qui se vide. Et c'est dans ce réservoir que les arbres vont absorber l'eau pour évapotranspirer, pour leur transpiration, et donc pour consommer l'eau. Les sols vont évaporer s'ils sont nus, ou la végétation qui est au sol va aussi transpirer. Donc ça, c'est aussi de l'eau qui va être extraite du sol et repartir dans l'atmosphère. Et donc si on s'intéresse à ces échanges d'eau dans cette boîte ici que je colorie en vert, c'est ce qu'on appelle le bilan hydrique de la forêt, c'est-à-dire l'ensemble des flux qui entrent et qui sortent de ce système. Et j'ai colorié beaucoup de flèches en vert parce que c'est aussi ce qu'on peut appeler l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui est utile pour la végétation et dans notre cas l'eau pour la forêt.
Il y a aussi une partie de l'eau qui va sortir de notre boîte verte, là, du système, qui va être drainée en profondeur. Et cette eau, si elle n'est plus utile pour notre forêt, elle va rejoindre des sous-sols, des nappes, des cours d'eau. Et donc ça, c'est de l'eau qui est principalement de l'eau liquide et qui est ce qu'on appelle l'eau bleue, qu'on prend en compte lorsqu'on fait un bilan plus large qu'on appelle un bilan hydrologique. Moi, je vais me focaliser cet après-midi sur la boîte verte, là, donc le bilan d'eau de nos parcelles. Et en fait, on considère qu'il y a une sécheresse quand la quantité d'eau dont les arbres disposent dans le sol va être insuffisante pour assurer leur fonctionnement optimal. Deuxième notion que je souhaitais définir, c'est le dépérissement forestier. De quoi parle-t-on ? Là aussi, le concept de dépérissement forestier est quelque chose d'ancien, qui n'est pas né avec les changements climatiques et les crises qu'on a actuellement, parce que c'est quelque chose qui a toujours existé dans beaucoup de forêts dans le monde. Et on définit un dépérissement comme quelque chose de complexe, multifactoriel, donc il n'y a pas une seule cause à un dépérissement, et qui se traduit par un affaiblissement pluriannuel de la vigueur des arbres et des peuplements. Donc c'est quelque chose qui n'est pas instantané. Par exemple, une tempête, c'est un choc qui vous met par terre tous les arbres, et ça n'est pas un dépérissement, c'est un choc brutal et instantané. Donc c'est pas pluriannuel, la cause principale c'est le vent, donc on n'est pas dans un cas de dépérissement. Alors la vigueur des arbres, c'est quelque chose qu'il faut caractériser, quantifier, si on veut objectiver l'existence ou non de dépérissement. Et donc il y a plusieurs critères qui sont utilisés dans différents objectifs. L'état des cimes, par exemple, c'est-à-dire la quantité de feuilles que portent les arbres, c'est quelque chose qui est utilisé dans les réseaux de surveillance à l'échelle européenne, et donc en France aussi, puisque nous adhérons à ce réseau de surveillance de la santé des forêts. Et donc tous les ans, il y a un certain nombre d'arbres en Europe qui sont observés par des observateurs au sol et qui quantifient la quantité de feuillage qui manque par rapport à un arbre qui serait en pleine forme. On a un autre indicateur qui est la croissance des arbres. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est une information qu'on peut décrire de manière rétrospective en carottant les arbres. Ça s'appelle la dendrochronologie. Donc, c'est une approche rétrospective qui nous permet de faire raconter aux arbres comment ils ont traversé des crises particulières, climatiques, des tempêtes, etc. Une autre grandeur, c'est la mortalité, parce que dans un processus de dépérissement, ça n'aboutit pas nécessairement à la mort, et je vais vous en parler en termes de résilience, c'est important. Donc la mortalité, c'est aussi quelque chose qui est enregistré dans les inventaires forestiers. Et puis dans la recherche, on travaille de plus en plus avec des indicateurs du statut physiologique des arbres. Alors pourquoi je relie les deux ? C'est qu'en fait, on sait historiquement que chaque fois qu'il y a eu des sécheresses un peu atypiques, soit par leur intensité, soit par le fait qu'elles ont été longues et qu'elles se sont répétées plusieurs années de suite, ça a toujours induit des cycles de processus de dépérissement. Alors comme cette sécheresse est quelque chose finalement d'extrêmement important en termes de point de départ de crise et de dysfonctionnement dans nos écosystèmes, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. Alors vous avez ici 3 représentants de 3 labos qui sont quand même des pionniers de ces questions d'études du fonctionnement hydrique des arbres dans des contextes différents. Chez Eric, c'est plutôt en contexte méditerranéen. À Nancy, c'est les forêts de plaine plutôt feuillues et un petit peu de montagne. Chez Denis, c'est plutôt la forêt plantée, on va dire. Mais dans tous les cas, ce qu'on a pu faire, c'est quand même, en accumulant beaucoup de connaissances, arriver aujourd'hui à proposer des outils et des modèles et des supports pédagogiques pour expliquer ce que c'est que la sécheresse en forêt, pour quantifier ces aléas, et qui est quand même le premier point de départ avant de se dire est-ce que ça va poser des problèmes à la forêt, c'est de savoir mesurer cet aléa sécheresse. Et c'est pas simplement avec la pluie, vous avez vu, il faut calculer l'ensemble de ces petites flèches que j'ai dessinées sur mon premier graphique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a construit à force de mesures et d'expérimentation. Aujourd'hui, donc, on a par exemple un des outils qui est proposé, c'est le site Biljou, là, qui est un site qu'on a mis à disposition de beaucoup d'utilisateurs, de manière à réfléchir à la sécheresse, celle qu'on a déjà subie dans le passé, et en particulier de pouvoir les comparer entre années, les comparer entre régions.
et aussi de se projeter avec des scénarios de climat pour voir l'évolution des sécheresses futures. Ça peut être des choses qu'on calcule en local ou de manière spatialisée à l'échelle de la France. Et c'est aussi quelque chose qu'on a développé de manière un peu en appui aux politiques publiques et aux enjeux de reportage international qu'on doit faire, en particulier sur les indicateurs de gestion durable. En fait, je me suis rendu compte que ces indicateurs, en absolu, ils varient, on les actualise tous les 4 ans, et les conclusions hâtives pouvaient arriver à dire oui, on n'a pas bien fait ça, on n'a pas géré de manière durable, etc. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, ce sont des accidents climatiques, des sécheresses qui expliquent les grands incendies, qui expliquent des échecs de renouvellement, qui expliquent des baisses de productivité. Donc tous ces indicateurs sont mesurés, mais il faut, pour les interpréter de la bonne manière, avoir des indicateurs de l'extension et de l'intensité des sécheresses atypiques en France. Alors cet indicateur, je l'ai représenté ici en bas, c'est la proportion de la forêt française qui est exposée à des sécheresses modérées, sévères ou intenses par année. Et au-dessus, les barres oranges sont les enregistrements de mortalité qui sont faits justement sur le réseau de surveillance français de la santé des arbres. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on n'a pas là non plus une augmentation tendancielle spectaculaire de la mortalité. Quand on regarde sur une longue séquence, ici je commence en 89, eh bien on voit que les mortalités, elles se produisent par vagues, avec des fluctuations, et que ces fluctuations, en fait, sont déclenchées, alors de manière un petit peu décalée, par des successions d'années où il y a une très grande superficie des forêts qui étaient exposées à sécheresse. Alors, ce qu'on sait aussi maintenant avec ce type d'outils, ce type de modèle, c'est un petit peu projeter, continuer ce graphique, en fait. Qu'est-ce que ça va devenir dans le futur proche et lointain? Et ça, évidemment, oui, alors là, je réinsiste lourdement sur quelque chose que mes 2 collègues ont déjà dit, c'est qu'en fait, pour ne pas dire d'ânerie, il faut des enregistrements un peu à long terme. Et je dis ça justement parce qu'on a vu dans la presse des messages totalement paniquants de le doublement, voire le triplement de la mortalité, quand on regarde juste la partie exponentielle de la fin de la courbe, là. Et ça, l'IGN a produit des chiffres récemment, en commençant la série en 2008. Et donc, on produit les chiffres que pendant une montée de crise, et on n'attend pas le retour post-crise pour conclure. Donc, importance de ces séries longues. Donc pour se projeter vers les sécheresses futures, on est capable aujourd'hui, en utilisant les scénarios climatiques, avec des scénarios qui sont plus ou moins inquiétants en termes de forçage radiatif, eh bien on peut projeter quelles seraient les évolutions de l'extension et de l'intensité des sécheresses pour différents types de forêts en France, et avec toute l'incertitude climatique qu'il y a derrière ça. Donc ici, ce sont des combinaisons de modèles et de méthodes de régionalisation, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une grosse attente d'avoir quelque chose de précis pour chaque région, chaque département, voire chaque forêt quand on discute avec les forestiers. Ça, aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller à cette précision-là, parce qu'on a une grosse incertitude dans la manière, selon la manière dont on régionalise ces données climatiques et leurs impacts en termes de sécheresse. Globalement, quand on fait ça, avec en particulier le scénario le plus sévère, le 8.5, on voit que globalement la carte va devenir un peu plus rouge et voire rouge foncé. Ça veut dire que l'anomalie par rapport aux sécheresses que nos forêts ont connues au cours des 30 dernières années va être plus sévère, plus intense. Donc globalement, on va vers quelque chose qui ne va pas disparaître. Alors c'est tout à fait intéressant de faire le calcul en termes d'impact et vraiment de l'aléa sécheresse, parce que si on regarde les cartes de pluviométrie, on ne voit pas que la pluie va diminuer de manière spectaculaire. Par contre, si on regarde les cartes de température, on voit que les températures, elles, ont une augmentation à la hausse très, très marquée. Et donc c'est la combinaison à la fois du fait qu'avec la même pluviométrie, si l'évapotranspiration, c'est-à-dire les arbres ont plus soif parce qu'il fait plus chaud, eh bien globalement, au final, on va avoir des conditions plus sèches. Alors la sécheresse, c'est quelque chose qui est finalement un événement, un aléa tout à fait routinier que les forêts connaissent et ont connu depuis très longtemps. Et donc les arbres de nos forêts sont équipés pour faire face à ça. Et il y a pas mal de mécanismes qui permettent de résister, de répondre à la sécheresse. Et ces mécanismes d'adaptation, ils sont très connus depuis très longtemps maintenant dans nos équipes.
Et le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce n'est pas un truc qui fait que les arbres sont résistants à la sécheresse, par exemple, qui ont des systèmes racinaires de telle manière ou des vaisseaux conducteurs de telle nature. C'est un ensemble de traits, à la fois morphologiques et physiologiques, qui font que l'ensemble de ces traits va donner aux arbres la capacité à faire face à la sécheresse. Mais faire face de différentes manières, ça c'est important. Et ces traits, finalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de diversité intra-spécifique, mais aussi entre les espèces, évidemment. Et donc ces stratégies, eh bien, elles sont diverses. On peut avoir des espèces qui évitent de se mettre en situation de stress hydrique. On a des espèces qui sont capables de tolérer la sécheresse et de fonctionner même malgré un manque d'eau, et puis des espèces qui sont résistantes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a observé, c'est que ces trois stratégies, elles peuvent être co-occurrentes dans la même parcelle au même endroit. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas une stratégie pour le méditerranéen, pour la montagne, etc. On peut avoir dans les mélanges d'espèces, y compris en régénération naturelle, des stratégies très, très complémentaires. Et le dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est que ces mécanismes, ils existent à différents pas de temps, à court terme, moyen terme et long terme. C'est aussi des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Il y a une réponse vraiment très rapide, qui est, je vais y revenir, qui est quelque chose qui se passe à l'échelle de la minute, de l'heure, et donc qui est principalement au niveau des échanges entre la canopée et l'atmosphère. Des mécanismes qui sont plutôt de l'ordre annuel, où par exemple l'enracinement va aller au cours du dessèchement du sol puiser l'eau de plus en plus profond au cours de saison, là où l'eau sera plus facile à pomper. Et puis il y a des mécanismes d'ajustement à moyen terme qui sont par exemple l'ajustement de la surface foliaire. Je reviens juste sur le mécanisme rapide, celui qui se passe à l'échelle des stomates. Les stomates, ce sont ces petits trous sur les feuilles ou les aiguilles des arbres qui s'ouvrent et qui se ferment, et donc qui permettent de contrôler la quantité d'eau que les arbres émettent dans l'atmosphère, et qui donc vont permettre de diminuer la transpiration et donc d'économiser l'eau. Quand la sécheresse augmente en intensité, peu importe le paramètre qu'on utilise pour la quantifier, eh bien, les stomates vont passer de grands ouverts à plus ou moins fermés. Et ça, en fonction de l'augmentation de l'intensité de la sécheresse, on va observer une fermeture de ces orifices qui va se traduire par une diminution de la transpiration, donc de la consommation d'eau des arbres. Et donc ça, c'est super, c'est un mécanisme qui est hyper efficace. C'est une restriction d'usage d'eau qui n'est pas préfectorale, qui est stomatique, mais qui marche très bien. Les arbres économisent l'eau et finalement vont éviter à leur tissu de se dessécher, de se déshydrater, vont protéger d'un certain nombre de dysfonctionnements hydrauliques. Mais ça a des contreparties. La première, c'est que la transpiration, chez tous les organismes vivants, ça sert à refroidir les organismes. Et donc là, le feuillage, il ne se refroidit plus. Si les stomates sont fermés, donc on a un risque d'interaction, en particulier avec les canicules. Et puis ces trous, c'est aussi par là que les arbres assimilent le CO2 de l'atmosphère pour le processus de photosynthèse, et donc c'est par là qu'ils puisent le CO2 de l'atmosphère. Donc si les stomates se ferment, le puits il ne marche plus. Il se ralentit d'abord et il peut s'arrêter complètement. Alors, du coup, cette sécheresse et ce mécanisme de régulation, il va se traduire par une augmentation de la vulnérabilité aux épisodes caniculaires. Souvent, ce n'est pas complètement décorrélé, et on a des sécheresses en été et puis une vague de chaleur qui intervient à ce moment-là. Et ça donne des symptômes très spectaculaires où on a des feuillages qui brûlent, qui changent de couleur, parce qu'on a en même temps aussi des pigments qui partent un peu en cacahuète. On a des brûlures des tissus foliaires. Et donc ça, c'est hyper spectaculaire. En général, tous les médias s'affolent et nous appellent. Mais souvent, ce sont les organes annuels qui sont détruits et ce n'est pas forcément quelque chose qui va être un danger de mort pour les arbres parce que ces organes annuels vont être renouvelés la saison suivante. Ça signe la fin de la saison de fonctionnement des arbres, mais pas forcément leur mort. L'autre chose donc, qui intervient quand on est en situation de sécheresse, c'est la réduction de la croissance des arbres, puisqu'on a vu que quand les stomates se ferment, la photosynthèse est diminuée.
Donc les arbres vont ralentir et arrêter leur croissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien en observant par analyse rétrospective de croissance des arbres, que les années de sécheresse, ici si on superpose l'intensité de la sécheresse, sur un cas de dépérissement de Douglas, on a observé pendant plusieurs années de suite, c'est pour ça qu'on parle de dépérissement, c'est pluriannuel, une réduction de croissance qui est complètement liée à l'intensité des sécheresses entre 2003 et 2006. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on sait quantifier rétrospectivement et qui permet de se rappeler que les sécheresses réduisent la croissance et donc l'assimilation, la force de puits de carbone des forêts. J'ai parlé de long terme, j'en remets une petite couche ici, c'est que en fait on a pas mal de résultats qui montrent que quand on étudie, alors là c'est un exemple où j'ai étudié un dépérissement consécutif aux sécheresses un peu récurrentes de 89 à 91 sur du chêne. Ce mécanisme de dépérissement a permis de montrer que dans les forêts que j'étudiais, il y avait deux populations d'arbres, des verts et des rouges là, et en fait cette population rouge où on a eu le plus fort taux de mortalité, eh bien, ce sont des arbres qui, à l'occasion de la sécheresse de 1921, n'avaient pas récupéré la même croissance que l'autre partie de la population d'arbres. Et ça veut dire que très longtemps après, 70 ans après, les arbres avaient une probabilité de mourir plus importante. Donc j'insiste un peu là-dessus parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de résilience, tout le monde a ce mot à la bouche. La résilience, ce n'est pas quelque chose qui se mesure tout de suite, juste après l'année de l'aléa. On peut trouver des marques très longtemps après. Donc ça réduit la croissance et ça fait partie des choses qui sont quand même un peu nouvelles aujourd'hui pour notre forêt française. Après 50 ans où les effets des changements globaux ont été plutôt quelque chose qui a stimulé l'accroissement des forêts, aujourd'hui on atteint un point de basculement, un point d'inflexion où ces tendances qui étaient très encourageantes, très positives, aujourd'hui s'inversent. Et pas seulement dans les contextes très méditerranéens, on a ça dans le Grand Est actuellement. Et ce ralentissement de la croissance est attribué à l'intensification des sécheresses récentes et aux périodes plus chaudes. Et toujours donc via cette régulation pour faire face à la sécheresse. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, et ça c'est quand même des travaux récents et qui font encore un peu débat dans la communauté scientifique, c'est que les arbres ne meurent pas de sécheresse, ne meurent pas de soif, pour faire simple. C'est-à-dire ils ne meurent pas brutalement d'un gros coup de soif, mais ils meurent d'un certain nombre de fonctions qui ne vont plus marcher normalement. Alors on a parlé de la croissance, on a parlé de la régulation des échanges d'eau, on a parlé de dysfonctionnement hydraulique, on a aussi tout le métabolisme du carbone qui est perturbé, et toutes ces fonctions vont diminuer en réponse aux sécheresses et vont avoir des rétroactions sur un métabolisme super important qui est le métabolisme de défense contre les agressions principalement biotiques, donc des insectes et des pathogènes. Et donc, on va arriver à un certain point qu'on appelle un point de basculement où la vulnérabilité des arbres va être telle qu'ils vont mourir et le plus souvent, pas de soif ni de manque de carbone ni de rien, mais comme le disait Denis tout à l'heure, par des attaques de scolytes, par des maladies qui vont les infecter parce qu'ils ne seront plus capables de se défendre. Et donc, on est vraiment dans cet enchaînement un peu de cascade multirisques qui va être d'autant plus amplifié que les chaleurs vont accélérer le cycle des ravageurs et la population d'insectes. Donc ça, aujourd'hui, on a à peu près établi ça. On commence à avoir vraiment des seuils physiologiques pour l'eau, le carbone et l'azote qui permettent de savoir quand les arbres basculent. Mais ce qu'on constate, et ça c'est une petite touche d'optimisme quand même, c'est que tous les arbres ne vont pas basculer vers la mort. Et ça, c'est vraiment un front de science qui est important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de comprendre quelle différence y a-t-il entre celui qui va mourir et celui qui ne va pas mourir. Alors, on vient de faire ces exercices-là, en particulier en région Grand Est, sur tout ce qui concerne la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, en termes de dépérissement et de mortalité de hêtres. C'est un phénomène nouveau qui était pour nous vraiment un point de bascule qu'on n'avait jamais étudié, en fait. Et le résultat de nos travaux montre qu'on a atteint un niveau, une récurrence de sécheresse telle qu'on a un certain nombre d'individus qui n'ont pas été capables de s'en sortir. Et donc là aussi, il y a des scolytes. Alors, ce n'est pas les mêmes que ceux de l'épicéa. C'est un scolyte qui s'appelle, il n'y a pas de loup là-dessous, c'est le petit scolyte du hêtre, parce que c'est des choses qui ont coévolué avec les espèces, ces ravageurs, donc ils se sont spécialisés.
Et donc, on a essayé on travaille actuellement sur la recherche des traits qui permettent de reconnaître les arbres qui, même s'ils passent par une phase où ils ne sont pas trop beaux, ils ont perdu des feuilles, ils ont des branches mortes, vont être capables de survivre, parce que ceux-là, il n'y a pas d'urgence de les récolter. Et puis des arbres qui, de toute façon, vont mourir à assez court terme, et donc il vaut mieux valoriser et exporter de l'écosystème. Donc ça, ce sont des résultats, c'est vraiment des fronts de recherche actuellement. Mais là aussi, c'est fascinant, c'est compliqué. Et surtout, moi, je m'interdis de donner des résultats trop rapides parce que la résilience, c'est pas quelque chose... voilà. Aujourd'hui, on voit que nos êtres qui survivent, on a des êtres qui ont survécu, donc on peut dire qu'ils sont résilients, mais on voit que leur croissance n'a pas récupéré leur niveau pré-crise. Et donc, si ça se trouve, à la prochaine sécheresse, c'est ceux-là qui vont mourir. Donc, c'est peut-être retardé de quelques années le problème, mais on a vraiment besoin de voir si la résilience va être complète, à quel pas de temps, etc. Donc, pour faire face à tout ça, en fait, on est un peu comme Denis et Eric, on cherche des solutions pour essayer d'adapter tous ces systèmes pour faire face à ce risque induit par sécheresse. Et finalement, ce sont des risques complexes puisqu'ils mettent en jeu de différents organismes. Parce que tout ça, on veut que notre forêt elle stocke du carbone. Notre stratégie nationale bas carbone, là, elle est sympa. Hein, il faut que la forêt fasse beaucoup de choses. Mais si les stomates sont fermés, la forêt ne fera pas tout ça. C'est-à-dire elle ne va pas stocker du carbone. Si les arbres meurent et qu'on les récolte, on va exporter, etc. Donc, nous, on a l'habitude de représenter ça comme finalement des degrés de changement plus ou moins forts en fonction de l'amplitude des évolutions climatiques auxquelles on va faire face. Et donc, en gros, en fonction des scénarios qui vont nous arriver dessus, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'on hésite, il y a le plus 4 degrés, il y a le 4,5, le 8,5. En gros, on voit quand même que ça va aller de plus en plus grave. Et on a parlé de ces différents pas de temps. Donc il y a des choses et des actions qu'on peut mener à l'échelle annuelle. Il y a des choses qui vont être plutôt du moyen terme et des choses qui sont de l'adaptation à très long terme, qui vont avoir des effets à très long terme et qu'il faut peut-être mettre en route dès maintenant. À court terme, finalement, c'est la plus mauvaise forme d'adaptation, c'est l'adaptation réactive, c'est qu'on va faire face aux situations. C'est pas terrible. Le mieux, c'est d'essayer d'ajuster nos systèmes en anticipant un peu plus et en étant un peu plus proactif. Et puis, la dernière forme d'adaptation, qui est celle qui fait peur, c'est celle qui va transformer les systèmes, qu'on appelle transformationnelle ou radicale. Et plus on va aller vers cette forme d'adaptation, plus on va être dans quelque chose qui va être de la rupture et qui va nécessiter donc à la fois des connaissances nouvelles et des besoins en innovation de l'ensemble du système et pas que de la production et des forestiers qui choisissent les arbres, mais de l'ensemble du socio-écosystème. Alors vis-à-vis de la sécheresse, il y a plusieurs, ça se décline. Alors moi j'aime bien mettre des verbes d'action parce que ça donne aussi un peu de montrer que dans ces choses-là, c'est vraiment important d'être acteur. Dans l'incrémentiel, on fait face, donc on gère les crises, on récolte les morts. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire, mais il n'empêche qu'il y a quand même à réfléchir sur la valorisation de ces bois de crise, qui soient issus de sécheresse, de tempêtes ou de sécheresse et scolytes. On peut aussi s'interroger sur la pertinence de garder des arbres aussi vieux que dans certaines forêts aujourd'hui, parce que la vulnérabilité des arbres, en particulier à la sécheresse, augmente avec l'âge. Et puis, il faut surveiller. Ça, c'est aussi un message important, c'est que nos dispositifs de surveillance de la santé des forêts sont vraiment importants pour pouvoir conclure. On est en crise, on est sorti de crise. La crise nous a permis de revenir à l'état initial ou non. Dans le systémique, c'est des mots qu'on a déjà évoqués. Donc, économiser l'eau, ça, on peut travailler par la sylviculture à faire des peuplements qui sont moins consommateurs, donc qui vont moins boire, qui vont avoir moins de feuilles et qui vont permettre à la pluie de plus facilement arriver au sol. On peut mélanger, irrégulariser. Alors attention, c'est pas gagnant à tous les coups vis-à-vis du risque sécheresse, parce que quand on mélange, on peut au contraire arriver à des systèmes qui vont plus surexploiter le milieu. Donc là aussi, l'irrégularisation, ça peut être quelque chose qui permet d'accumuler des feuilles sur une épaisseur beaucoup plus importante et donc d'avoir finalement des consommations d'eau qui vont exploser. Donc là, il y a des compromis à trouver et on travaille sur ces itinéraires-là.
s'assurer face au risque sécheresse. Donc en forêt, on n'a pas de catnat, on n'a pas de calamité agricole. Donc aujourd'hui, on n'a que ses yeux pour pleurer. Donc on a des collègues économistes qui commencent à réfléchir à ce que signifierait de l'assurance pour ces risques-là. On peut expérimenter, ça c'est bien, on peut prendre des risques et raconter ce qui se passe. Et puis transformer, c'est quelque chose qui fait peur, mais qui est déjà en marche. Donc c'est pas quelque chose, pour moi, ces 3 patates qui vont se dérouler dans le temps. C'est vraiment des choses qu'on vit en temps réel. On a des forêts en crise et on travaille sur la gestion de crise. On a des systèmes où on sent qu'on va bientôt être en limite de ce que les arbres vont pouvoir gérer dans la sylviculture actuelle et on teste des nouveaux itinéraires ou des nouvelles combinaisons de structures. Et puis, abandonner certains services, ça, ce sont des cas que je vis déjà aujourd'hui et pas seulement en limite d'aire des espèces. C'est certaines forêts où aujourd'hui, le service production, on l'abandonne dans des zones qui aujourd'hui étaient des forêts de production de plaine, en plaine d'Alsace. Et donc ça aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui fait bugger nos systèmes et nos réglementations et nos documents de gestion durable. C'est que l'ensemble des services qu'on attend de nos écosystèmes, ils sont financés par la vente de bois. Donc si on n'a plus de services production, et bien là, mes collègues forestiers aménagistes, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne savent pas comment sortir de cette impasse où finalement il faut renouveler la forêt. Ah ben oui, mais on a tout classé en zone Natura 2000 parce qu'on avait des oiseaux, des grands pics dans nos forêts. Et ben, du coup, ça veut dire que c'est un frein à l'adaptation parce qu'on ne peut pas essayer des nouvelles provenances ou des nouvelles essences qui seraient plus résistantes à la sécheresse parce que ce règlement l'interdit. Et puis les pompiers disent attention, là on a eu un incendie en forêt de la Harte l'été 2022 et les pompiers n'ont pas du tout aimé notre desserte de plaine là où on a plein de pistes, donc on a plein de gens qui pénètrent, on a plein de gens qui peuvent faire des barbecues et cramer notre forêt, mais on n'a que des pistes qui ne permettent pas aux pompiers de prendre la fuite. C'est bouché d'un côté par l'autoroute, de l'autre côté par le canal, de l'autre côté par le train. Donc la desserte aujourd'hui n'est pas du tout adaptée. Et donc ils viennent de quantifier quel serait le coût d'une revisite de cette desserte pour l'adapter à la lutte contre l'incendie. Et aujourd'hui, ils se demandent comment il faut faire tout ça, puisqu'ils n'ont plus de recettes par la vente de bois. Donc là, dans tout ça, moi je trouve que ça pose des vrais sujets de freins à l'adaptation, de contraintes réglementaires, d'incompatibilité entre des enjeux de protection et des enjeux d'adaptation. Et donc pour moi, je trouve que ce sont des vrais fronts de sciences très pluridisciplinaires, puisqu'évidemment, c'est pas que de l'écologie ou de la climatologie. Et donc quand on est dans ces points de bascule là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de concertation avec tous les acteurs. Donc là j'insiste à nouveau sur le socio-écosystème parce que j'insiste sur quelque chose qui n'a peut-être pas été assez dit jusque-là, c'est qu'il faut aussi concerter avec les citoyens parce qu'il faut qu'ils comprennent pourquoi ça change, pourquoi on va peut-être interdire l'accès à cette forêt alors que c'est une forêt périurbaine où tous les habitants de Mulhouse viennent faire du vélo. Si on ferme cette forêt en période de risque incendie, là, c'est pas prêt d'être accepté par ces populations. Voilà, donc pour conclure, je dirais que les anomalies de sécheresse, c'est quelque chose qui est historiquement connu, mais on voit bien que ça va s'intensifier et que la probabilité d'occurrence des dépérissements associés ne va pas aller en se calmant. On connaît et on a déjà évalué un certain nombre d'options qui permettent de limiter les dépérissements sans basculer vers une crise majeure parce qu'on peut, par la gestion, atténuer un petit peu l'intensité des sécheresses. Mais que ça ne va pas suffire quand on va être dans des régimes qui ne seront plus ce qu'on connaît. Et cette forêt en plaine d'Alsace, en fait, pourquoi elle bascule vers aujourd'hui quelque chose qu'on doit transformer? C'est parce qu'elle vient de traverser ce qu'on peut appeler une méga sécheresse, c'est-à-dire une succession de 8 années de sécheresse anormale où aucune des espèces présentes ne survit aujourd'hui. Et donc ça s'est étalé dans le temps. Les pins, les résineux sont morts au bout de 2 ans après les 2 premières sécheresses, puis les charmes, puis les tilleuls, les charmes, les chênes. Et aujourd'hui, toutes les espèces présentes ne sont plus capables de survivre. Voilà, je vous remercie.
J'étudie une forêt en plaine d'Alsace, qui est la forêt autour de Mulhouse, qui s'appelle la forêt de la Harte. Cette forêt-là, j'y travaille depuis le début de ma carrière, et j'en suis à ma 5e, 6e ou 7e crise, je ne sais plus, de dépérissement. Donc chaque sécheresse un peu atypique déclenche un vent de panique dans les gestionnaires et nous appelle à la rescousse. Et vous pensez donc, si j'ai bien entendu, que les programmes conservatoires dits de Directive Natura 2000 peuvent contrevenir à des outils que vous pourriez mobiliser pour répondre à cette donne climatique nouvelle? Alors il y a deux choses, c'est que moi je ne crois plus en la durabilité d'un certain nombre de choses dans un monde qui est totalement chamboulé par ces accidents climatiques. Et je prends cet exemple-là je vous ai parlé des pics. En fait, cette forêt elle a été classée Natura 2000, 13 000 hectares quand même, gérée en irrégulier, et dans laquelle il y a toutes les espèces de pics de notre... autour de Mulhouse. C'est vraiment... Mulhouse, elle s'étend du nord au sud de part et d'autre de Mulhouse, en fait. Et donc, l'objectif de cette protection Natura 2000, c'était, entre autres, de protéger ces espèces de pics. Ces oiseaux se nourrissent d'arbres dépérissants, donc c'est leur bonheur, puisque, je vous dis, c'est une forêt qui dépérit régulièrement, quoi. Sauf que là, aujourd'hui, on est à un point de bascule où les arbres ne contiennent plus d'insectes, parce qu'ils sont secs, archi-secs. Et donc les oiseaux, ils sont en train de se barrer pour chercher d'autres forêts aux alentours qui vont pouvoir les nourrir, en fait. Donc la mise sous cloche pour protéger ces oiseaux, elle est théorique, en fait. Là, typiquement, cet exemple-là montre que... donc il y a cette première question, comment... la durabilité est mise en question quand tout change. Et la deuxième question, c'est que dans cette forêt-là, du fait du classement de ces 13 000 hectares en Natura 2000, on ne peut pas introduire aujourd'hui d'espèces méditerranéennes, d'espèces de chênes autres que les chênes autochtones. Et donc aujourd'hui, on est bloqué, on ne peut pas essayer de voir si en remplaçant des chênes plus méditerranéens, en introduisant des chênes plus méditerranéens, on pourrait avoir un système qui pourrait tenir encore quelques temps, quoi. Et donc ça, aujourd'hui, en fait, les investissements vont être arrêtés, c'est-à-dire l'ONF a décidé de ne plus, c'est une forêt domaniale, hein, ne va plus investir parce que tous leurs efforts de plantation avec les pins et les chênes autochtones de cette région ne fonctionnent plus, donc sont des échecs, donc sont des investissements à perte, donc ils ne vont plus investir. Ils vont achever d'utiliser leurs recettes des dernières ventes de bois pour maintenir l'accueil du public, etc. Donc ça pose de vrais jolis sujets, en fait, de contradiction entre nos différents enjeux. Et donc c'est là que c'est un peu des chocs de culture, quoi. C'est des enjeux vraiment quels sont les enjeux pour cette forêt, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et les concertations sont en cours. C'est une forêt qui protège beaucoup la ressource en eau de toutes ces communes avoisinantes et en particulier de la ressource d'eau de la ville de Mulhouse. Et donc ça, aujourd'hui, moi j'ai recommandé à tout le monde d'aller voir un petit peu en Allemagne comment ça se passe, où le service de protection de la qualité de l'eau est rémunéré dans certains pays frontaliers. Donc là, on est tout près de l'Allemagne. Moi, j'incite vraiment à ce qu'on aille voir ça pour réfléchir à ces nouveaux modèles économiques qu'il va falloir inventer, en fait. Parce que si on n'a plus de rentrée d'argent, ou alors ça va être de la solidarité nationale entre les forêts qui produisent encore un peu, où on va spécialiser les forêts, celles qui peuvent encore produire et rentabiliser, rentrer de l'argent, et puis celles qui vont faire de la protection, de l'accueil, des services qui aujourd'hui ne sont pas financés. C'est pour ça que on a eu des discussions sur la proposition de loi transpartisane et qu'on est en train de réfléchir sur les forêts. C'est pour ça que moi je milite vraiment pour qu'on ait une réflexion où tout ce qui est gestion est géré par les forestiers, les forestières, et puis en lien avec les associations et tout ça, au plus près des territoires. Et qu'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a une division par deux des effectifs de l'ONF, on a de moins en moins de forestiers, et que je ne crois pas qu'on puisse adapter les forêts et protéger les forêts et les mettre sous cloche sans forestiers. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on arrive à faire passer, et y compris au niveau du ministère, qui voudrait bien qu'on adapte les forêts, qu'on trouve d'autres modèles économiques, mais qui n'ont pas l'argent pour embaucher des forestiers. Voilà. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire.
d'éviter de croire qu'on s'en sortira sans hommes et femmes qui connaissent le terrain au plus près du terrain. Et je crois qu'effectivement, ce que tu dis sur la biodiversité est passionnant. C'est qu'on a une vision de la protection de la biodiversité qui est héritée en fait des accords de Rio et qui est une vision sous cloche, mais qui ne colle pas avec le changement climatique. Parce que forcément, ce que tu dis sur les pics noirs, c'est pédagogique. C'est pédagogique, on comprend bien le problème. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre sous cloche si le truc disparaît, s'il y a un incendie derrière. Enfin, donc je crois que là, on a un vrai sujet. Et sur le modèle économique, tu as raison, c'est un autre... De toute façon, c'est la question que je voulais vous poser. C'est quels sont... Et pour prolonger un peu le débat, vous avez proposé un certain nombre de pistes d'adaptation pour les tempêtes, pour les feux et pour les sécheresses. Comment vous voyez en fait l'adaptation de la sylviculture? Vous avez donné quelques pistes, mais comment on va un peu plus loin? Quels sont les verrous que vous voyez? Enfin, qu'est-ce qui manque dans la loi? Parce que nous, on est là pour faire la loi. Qu'est-ce qui manque pour réellement aller plus loin dans l'adaptation des forêts et adapter la sylviculture? Alors, je peux commencer, vous compléterez. Aujourd'hui, on voit que, et dans les projets de loi auxquels j'ai eu accès, il y a deux mots-clés, et Denis les a insisté dessus, c'est diversifier et hétérogénéiser. Très clairement, par rapport au risque sécheresse, les connaissances scientifiques manquent pour conclure que c'est vraiment une assurance vis-à-vis de ces aléas sécheresse récurrentes et intenses. Diversifier, ça peut être contre-productif dans certains contextes. Donc il y a vraiment aujourd'hui dans l'état de l'art des connaissances beaucoup d'études de cas. Il y en a à peu près moitié qui montrent qu'on améliore la résistance à la sécheresse et la moitié qui montre que ça va vers de la maladaptation et donc on aggrave le problème de sécheresse. Je travaille actuellement dans les forêts gérées en sylviculture à couvert continu des forêts du Parc national des forêts qui sont gérées depuis très longtemps en sylviculture de cette manière-là. Et aujourd'hui, on m'a appelé dans ce territoire-là parce qu'on a les mêmes problèmes de dépérissement qu'en forêt gérée de manière classique, en régulier. Donc on constate que vis-à-vis de ce risque de dépérissement, c'est pas gagné que ce soit une assurance tout risque. Donc là, on a vraiment besoin d'avoir des comparaisons scientifiquement robustes entre les deux types de sylviculture. Et les premiers résultats de mes recherches dans ces forêts-là, on a étudié 30 parcelles en sciences participatives avec des collégiens du territoire. Je leur ai fait mesurer la quantité de feuilles dans ces parcelles. Et je trouve des quantités de feuilles qui sont totalement en déséquilibre par rapport au réservoir en eau de ces sols. Donc on a beaucoup trop de feuilles, donc des arbres qui vont avoir beaucoup trop soif par rapport à ce que les arbres proposent. Pourquoi ces forêts, jusque-là, ça marchait? C'est parce que c'est le plateau de Langres. Il pleut tout le temps. Chaque fois que vous passez là sur l'autoroute, il y a un soleil en ferraille parce qu'il n'y a jamais d'autre soleil. Sauf que là, il y a eu 3-4 années où la pluviométrie n'a pas été comme d'habitude. Et donc, cette piste sylvicole, elle n'est pas bonne partout. Et donc, il faut vraiment l'évaluer en regard des conditions pédoclimatiques, non seulement d'aujourd'hui, mais aussi du futur. Parce que si on va vers ça, c'est pour les forêts dans 50 ou 100 ans. Par ailleurs, aujourd'hui, la forêt française est beaucoup plus irrégulière qu'on ne le croit et beaucoup plus mélangée qu'on ne le pense. Même information sur les placettes rhénécophores qui sont typiquement l'exemple des forêts gérées en régulier par l'ONF. Quand on ramasse les feuilles dans ces forêts-là, on constate qu'il y a quand même la moitié des feuilles qui ne sont pas du chêne, par exemple. Et donc, on a beaucoup de mélanges qui sont pas forcément pilotés et pas forcément des essences qui vont être de production de bois, qui ne sont pas les essences objectives, mais on a quand même beaucoup de diversité. Denis, sur cette histoire de mélange, parce que c'est un des débats avec les COPRA, c'est le deuxième débat, donc sur les mélanges et sur l'irrégulier, parce que tu as plutôt dit qu'il fallait favoriser ça. Moi, ce que je dis en général sur les mélanges, c'est que je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a rien d'assuré, mais néanmoins, ça évite d'avoir deux espèces, parce qu'il n'y a pas que la sécheresse. C'est quand même un bon moyen de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que c'est quand même... voilà. Mais je vais avoir... Tu joues qu'une fois. Prochain coup, la forêt de la Harte est justement hyper mélangée. Premier coup, tu perds les pins. Deuxième coup, tu perds les charmes. Troisième coup, tu perds les chênes. Et donc, c'est là qu'il y a quelque chose à réfléchir. C'est-à-dire que dans le mélange d'essences plus ou moins vulnérables, à la sécheresse, je suis d'accord sur plein d'autres enjeux, le mélange est meilleur, en particulier pour les problèmes de bioagresseurs d'une manière générale. Mais
attention, on gagne peut-être juste un petit peu de temps, quoi. Oui, enfin, le problème en France, c'est que 70% à peu près de la forêt est privée. Et donc les leviers pour faire bouger les gestionnaires privés et les gestionnaires publics ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ça, c'est un premier problème. Pour ce qui est du gestionnaire public, et que je sache, il s'est pris le problème quand même à bras le corps, donc avec les îlots de biodiversité, les îlots d'avenir, etc., etc. Enfin, l'ONF fait quand même des gros efforts dans cette direction-là. Moi, je ne suis pas un gestionnaire forestier, donc sur est-ce qu'il faut mélanger tel peuplement, tel autre, est-ce qu'il faut irrégulariser, etc., c'est pas à moi de répondre à ça. Je pense que l'ONF est plus compétent. Par contre, quand j'ai dit diversifier, c'est un peu comme ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on sait bien que la vitesse où va le climat, si on regarde par exemple les aires potentielles où sont les espèces actuellement en France et qu'on se projette dans ne serait-ce que 40 ans, les forêts changent. Donc en fait, elles ne vont pas changer spontanément. Hein. Les chênes, ils ne vont pas prendre leurs valises pour aller se mettre plus loin, les hêtres non plus, etc. Donc ils vont rester là. Et ça va sans doute mal se passer. Alors mal se passer, ça ne veut pas dire qu'il y aura une crise tout de suite, etc. Mais ça veut dire qu'au terme de la fin du siècle, il faudra avoir mis d'autres forêts. Sinon, il n'y aura plus de forêt du tout, là, c'est clair. Ou alors, on va avoir des forêts qui se régénèrent plus ou moins toutes seules, mais même toutes seules, ça ne va pas marcher. Donc il va falloir introduire plus au nord des espèces qui sont plus au sud, plus accoutumées à des climats plus chauds et plus secs, et qui sont capables de supporter ça. Mais il va surtout falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on attend des forêts sur ce territoire, quels services on attend d'elles, et où est-ce qu'on va les produire dans le futur. Et là, il faut changer un peu les choses et préparer les forêts comme ça. Mais j'ai pas de solution, tu vois, à donner comme ça dans l'immédiat, etc. On a tous d'ailleurs nos cultures, Eric, Nathalie et moi. Eric est dans le sud-est, Nathalie dans le nord-est et moi dans le sud-ouest. Moi, j'ai fait toute ma carrière de chercheur dans un centre qui s'occupe au départ que du pain maritime. Bon, j'ai 1 million d'hectares de pain maritime monospécifiques, qui sont presque tous du même âge. Il y a des cochonneries qui sont là à l'affût, là, en Galice, qui ont ravagé tous les pains maritimes en Espagne. Tous les pains maritimes dans le sud-est ont disparu à partir d'une cochonnerie qui est là. Le jour où elle va venir dans le sud-ouest, ça va être fini, quoi. Donc, quand on dit diversifier, c'est quand même ça aussi. C'est qu'on sait bien que si on mettait en mélange des essences d'avenir, des essences du passé, des essences qui résistent à ça, si on crée des lisières, si on crée... Voilà, ça va faire un manteau forestier qui va être plus résilient qu'un massif de pain maritime. Maintenant, le modèle de résilience du pain maritime, c'est son socio-écosystème, parce qu'il y a les coopératives qui sont là, qui sont capables de replanter, de réinstaller. Les forestiers sont aussi très forts pour venir chercher des aides de l'État et reproduire leur forêt. Donc voilà, je ne dis pas que ça marche, mais c'est quand même étonnant de voir qu'après 2 tempêtes qui ont mis tout par terre, plus un feu, on continue comme avant. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Agriculture a commandité à INRAE, à la direction des études et de la prospective, une étude sur les mélanges. Voilà, donc, dans laquelle l'aspect sécheresse et impact sur la consommation d'eau n'est pas pris en compte. Donc j'en ai discuté au Salon de l'Agriculture parce que Guy Richard est venu me voir en me demandant, lui ça lui semblait une grossière erreur. Et il m'en a parlé pour justement avoir mon avis sur l'importance de prendre en compte cet aspect-là. Donc j'ai dit que c'était important de le faire. Je ne sais pas si ça va être suivi des faits. En tout cas, ils sont en train de rédiger la lettre de cadrage d'ici le mois d'août. Donc en fait, l'étude va démarrer en septembre seulement. Et pour le moment, on réfléchit justement au contenu. C'est Hervé Jacquetel à Bordeaux et un collègue du Beta, donc bioéconomiste, qui pilote scientifiquement l'étude. La mauvaise nouvelle, c'est que les résultats tomberont seulement fin 2026. Je vous remercie pour votre participation et bonne journée.